Dans un monde d'îles flottantes, un grand conflit a commencé que les gens appelleraient plus tard la guerre de l'Apocalypse. Un ennemi mystérieux est apparu sans avertissement, descendant des cieux comme des orbes de lumière ailés. Ces êtres étaient grotesques et inorganiques, contrairement à tout ce que le monde avait jamais vu auparavant. Pourtant, ils utilisaient la même magie que l'humanité, ce qui leur a valu le nom d'inconnus, remplissant le ciel de leur présence. Et ainsi, à travers l'invasion de ceux qu'on appelle les anges déchus, une menace massive planait sur tout le monde. L'humanité a été poussée au bord de l'extinction, submergée par les puissants envahisseurs. Mais un grand archimage s'est avancé pour sauver le monde de la destruction complète. Il a déclenché un sort massif, un cercle magique brillant se formant sous lui alors qu'il planait dans les airs. Sa magie était incroyablement puissante, détruisant facilement l'une des étranges créatures célestes. Le jeune homme avait développé une magie unique appelée M.A.D.S. Inversion de phénomène, et en utilisant ce pouvoir spécial, il a été capable de repousser tous les ennemis mystérieux à lui seul. Et ainsi, après une longue et dévastatrice bataille, la paix est finalement revenue dans le monde. L'archimage regarde le ciel clair, déclarant que tout a été pris en charge. La scène se déplace ensuite vers le magnifique royaume magique du Palais de la Magie, un château flottant parmi les nuages. À l'intérieur de la grande salle du Palais Royal, une cérémonie de couronnement est sur le point de commencer. La foule acclame Loralis, le remerciant d'avoir chassé les anges déchus alors qu'il descend l'allée. Les gens continuent de crier son nom, le saluant comme le grand archimage et leur héros. Il s'approche calmement du grand trône et prend place. Avec un regard confiant, il accepte les acclamations de la foule qu'il appelle son sauveur, et il se dit qu'il est enfin devenu le roi qui gouvernera le monde en tant que premier empereur. Il pensait avoir enfin atteint son objectif, mais une voix l'appelle soudainement frère. Le nouvel empereur a un regard de reconnaissance sur son visage alors qu'il identifie l'orateur comme Sophia. Le jeune homme est présenté comme Sophia, le jeune frère d'Alice, qui demande ce dont son frère a besoin. Sophia se corrige ensuite, s'adressant à l'archimage non pas comme à un frère mais comme au premier empereur, et il demande ensuite s'il pourrait être celui qui lui remettrait la couronne, ce qui surprend le nouveau souverain. Alice contemple la demande, sachant que ce devoir incombe généralement à l'archevêque. Il reste silencieux pendant un moment, ses yeux montrant qu'il est plongé dans ses pensées, et son jeune frère le regarde avec une expression impatiente et pleine d'espoir, attendant une réponse. L'archimage semble un peu surpris, une goutte de sueur se formant sur son visage. L'archevêque intervient alors, déclarant qu'il serait honoré si Sophia accomplissait la cérémonie. Avec un petit sourire, Alice accepte et lui dit de procéder, au grand plaisir de Sophia. Le jeune frère est ravi, le remerciant et disant qu'il est incroyablement heureux. Alice répond qu'il est heureux aussi, car Sophia est son seul et unique frère au monde. L'archevêque et les autres prêtres regardent avec des sourires chaleureux, approuvant la décision. Et ainsi, le moment est enfin arrivé pour que le héros soit officiellement couronné empereur. La foule éclate à nouveau en acclamations, célébrant leur sauveur et le souverain du palais de Magix. Et Sophia tient la couronne, annonce qu'il est prêt, se préparant à la placer sur la tête de son frère, et il place doucement la couronne, remerciant son frère pour tout ce qu'il a fait pour lui jusqu'à présent. Mais ensuite, avec un sourire sombre, il ajoute un adieu glaçant à ses mots. En un instant, le nouvel empereur ressent une douleur vive et soudaine alors que du sang éclabousse son visage. Avec un sourire malicieux, Sophia enfonce un poignard dans la poitrine de son frère, laissant le nouvel empereur dans un choc total. Alice regarde avec incrédulité, incapable de comprendre ce qui se passe lors de son propre couronnement. Son frère explique que sa puissante magie d'abus n'est pas toujours active, le laissant vulnérable. Sophia révèle qu'il a profité de cette ouverture, l'assassinant alors que sa garde était baissée. Saignant sur le sol, l'archimage demande pourquoi, rappelant à Sophia qu'ils sont la seule famille qu'ils ont, et son jeune frère pousse froidement sa tête vers le bas, répondant simplement qu'il ne connaît pas la raison. Les prêtres voisins regardent avec des sourires sinistres, révélant qu'ils faisaient tous partie de la conspiration. Sophia traite son frère d'idiot pour avoir ignoré la politique du royaume pour combattre les anges déchus, disant que son utilité a pris fin. Il déclare qu'il va maintenant devenir le premier empereur et gouverner le royaume à sa place. Avec un regard de pure haine, il dit alors au héros blessé de se dépêcher et de mourir. Et se tournant vers la foule, Sophia fait semblant que son frère est juste fatigué et demande à quelqu'un de l'emmener. Il ordonne au prêtre d'emmener l'archimage dans une pièce où personne ne le trouvera jamais, et ainsi, avec un regard froid dans ses yeux, il leur ordonne de laisser son frère là tranquillement, et l'archevêque est d'accord, disant au public que ce doit être l'épuisement de la longue guerre. Alors que le héros est traîné, la foule acclame le nouvel empereur, complètement inconsciente de la trahison. Le soleil se couche sur le palais de Magique alors que les acclamations pour le soi-disant sauveur résonnent à travers le royaume, et la scène se déplace vers un donjon sombre et froid où le héros a été laissé à son sort. Il est allongé sur le sol de pierre, haletant avec le poignard toujours dans sa poitrine alors que sa couronne roule au loin. Il sait qu'il ne survivra pas car le couteau était enduit d'un poison mortel et enfoncé profondément dans son corps. Dans ces derniers instants, il pense à la façon dont il s'est battu pour tout le monde et pour le royaume, pour finalement être trahi. Il serre le poing de désespoir, pensant que ce n'était que le début de son rêve. Il voulait être un roi aimé de tous,
et une seule larme coule de son œil alors qu'il pense à son jeune frère, Sophia. Il crie d'angoisse, se demandant pourquoi son frère le plus aimé et unique le trahirait ainsi. Un souvenir de leur enfance lui traverse l'esprit, les montrant courant joyeusement ensemble main dans la main. Il se souvient également des moments qu'ils ont passés à étudier côte à côte, se soutenant toujours mutuellement. De retour dans le présent, son chagrin se transforme en rage alors qu'il jure qu'il n'oubliera jamais cette trahison. Le poison s'intensifie, et il crache du sang, sa vie s'échappant rapidement. Avec son dernier brin de force, il décide que s'il en est arrivé là, il ne lui reste qu'une seule option. Il se prépare à activer son art secret interdit, l'inversion de phénomène de Mobius à sa puissance maximale. Son plan est de surpasser les phénomènes physiques, d'inverser sa propre causalité et de se réincarner à travers le cycle de la renaissance. Il sait qu'il n'y a aucune garantie de succès, mais il s'allonge sur le sol et tend la main vers le cercle magique. Mariant tout sur cette chance miraculeuse, il touche le cercle, et une puissante lumière violette jaillit de sa main, coule vers l'avant, passant de son monde à nos jours en octobre 2026. Un œil s'ouvre lentement, et la première chose qu'il voit est le reflet d'un grand lustre doré. Il devient conscient et se demande où il est, se sentant désorienté. Sa vision s'éclaircit, révélant le plafond d'une pièce somptueusement décorée. La pièce est remplie d'objets inconnus comme un globe, des livres et des photos encadrées. Il réalise que ce n'est pas le palais royal de la magie, ce qui signifie que sa réincarnation a dû réussir. Cependant, son corps se sent lent, et il se demande si c'est un effet secondaire de la magie qu'il a utilisé. Alors qu'il essaie de comprendre la situation, ses yeux se posent sur un miroir à main posée sur l'oreiller à côté de lui. Il prend le miroir, ressentant un sentiment de crainte alors qu'il l'approche de son visage. Mais quand il essaie de parler, seuls des sons de bébé sortent, ajoutant à sa confusion et à sa panique. Et ainsi, en regardant son reflet, il voit le visage d'un très jeune enfant et est horrifié de réaliser qu'il est devenu un bébé. Il agite ses minuscules bras de désespoir, incapable d'accepter qu'il ait été réincarné en un nourrisson sans défense. Et juste à ce moment-là, il entend un bruit et tourne la tête, remarquant que quelqu'un vient d'entrer dans sa chambre. Une femme habillée en servante nommée Arunazari entre et le salue, heureuse de voir qu'il est réveillé. Il essaie de lui parler du monde dans lequel il se trouve, mais ses mots ne sont que des babillements incohérents. La servante le comprend mal, pensant qu'il veut juste dormir plus, et elle le prend dans ses bras pour le câliner. Il se débat dans ses bras, essayant désespérément de lui dire qu'elle a tort, mais il ne peut émettre que des sons de bébé. Elle essaie doucement de le calmer, en lui tapotant le dos pendant qu'il continue d'essayer de communiquer ses vraies pensées. La femme sourit gentiment, le qualifiant de bon enfant, complètement inconsciente de son trouble intérieur. Malgré sa frustration, il se détend dans son étreinte chaleureuse, ressentant une étrange sensation de confort, et les limites de son nouveau corps prennent le dessus, et il ressent une somnolence accablante qu'il ne peut combattre. Il finit par céder, fermant les yeux alors qu'il s'endort dans les bras doux de la servante. La babysitter sourit chaleureusement, contente que l'enfant se soit finalement calmé et endormi. Mais juste au moment où il est sur le point d'être déposé, ses yeux s'ouvrent à nouveau, résistant à la somnolence. Et peu de temps après, il se retrouve dans son berceau, regardant à travers les barreaux en bois. Une horloge à proximité indique que quelques heures se sont écoulées depuis son dernier réveil. 2 heures plus tard, il s'assoit dans son berceau, l'air épuisé et pensif après sa sieste. Il réalise qu'il ne peut pas résister à la somnolence, ce qui signifie que son corps a maintenant toutes les limites physiques d'un nourrisson. Il est également incapable de communiquer correctement ses intentions, ce qui rend sa situation encore plus frustrante. Réalisant qu'il doit agir, il tend sa petite main. Déterminé à trouver un moyen d'en apprendre davantage sur ce nouveau monde, il parvient à déverrouiller le loquet de son berceau, décidant qu'il doit fonctionner efficacement dans ses contraintes physiques. Avec le côté du berceau maintenant ouvert, il fait un grand fracas alors que lui et toute sa literie tombent au sol, et le bruit alerte la servante, qui était sur le point d'entrer dans la pièce avec un plateau. Elle ouvre la porte et trouve le bébé sur le sol, entouré d'une montagne de livres. Elle est complètement choquée de voir le désordre, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Les livres sont éparpillés partout. Certains ouverts sur des pages avec du texte et des illustrations. Il y a des livres sur l'histoire, la géographie et divers autres sujets empilés tout autour de lui. Le jeune enfant est assis au milieu de tout cela, lisant l'un des livres avec une concentration intense. Il balbutie quelque chose qui ressemble à des données, pointant le livre comme s'il essayait d'expliquer. La servante est stupéfaite, demandant comment il a réussi à sortir du berceau tout seul, et elle le prend rapidement et vérifie s'il n'est pas blessé, son inquiétude l'emportant sur sa surprise pendant un instant. Soulagée de le trouver indemne, elle pousse un soupir de soulagement. Heureusement, il est en sécurité, et elle le met dans une chaise haute, lui disant qu'il lui a fait peur et que les bébés ne peuvent pas être laissés seuls une seconde. La babysitter prépare ensuite son repas, lui disant d'attendre un instant pendant qu'elle le prépare. Avec un regard déterminé, le jeune garçon se dit que sa mission a été un succès, et il a réussi à lire des livres pour jeunes enfants, ce qui lui a donné quelques connaissances de base sur ce nouveau monde. Il semble qu'il ait été réincarné 1000 ans dans le futur, un fait qu'il doit maintenant accepter. Alors qu'il boit de son biberon,
Il traite l'information selon laquelle nous sommes maintenant en octobre 2026 dans le calendrier grégorien. Il note qu'au-delà du développement magique qu'il connaissait, ce nouveau monde a fait des progrès scientifiques et technologiques remarquables. Et c'est donc une époque où ceux qui ont acquis la sagesse par l'apprentissage brillent plus que les vainqueurs de l'arène. Cependant, il reconnaît qu'il a encore besoin de plus de documents pour comprendre pleinement ce monde. Car les livres qu'il a lus étaient pour les tout petits. Il décide qu'il doit charmer la servante pour qu'elle l'emmène dans une bibliothèque, mais son regard intense la fait simplement demander si quelqu'un est là. Il s'interroge ensuite sur les parents de la maison car il n'a vu que des servantes jusqu'à présent. Il lève son biberon vide, essayant de demander une autre portion dans son langage de bébé. La servante est étonnée qu'il ait déjà fini tout le biberon, le trouvant complètement vide. Elle lui tapote la tête, l'encourageant à grandir et à devenir fort, ravi de son appétit sain. Il pense au lait, notant qu'il était tiède et fade mais pas mauvais, même s'il n'aimait pas le lait dans sa vie passée. La sensation de la main de la servante sur sa tête lui fait se demander si ses goûts ont changé dans son corps réincarné. Il babille à nouveau, essayant toujours de communiquer, mais la servante continue simplement de lui tapoter la tête affectueusement. Juste à ce moment-là, une autre femme, la gouvernante Chikuru Shinobu apparaît et demande si elle s'occupe toujours du bébé, et elle rappelle à la jeune servante qu'il y a encore du travail de cuisine à faire, ce qui provoque une réponse précipitée. La gouvernante remarque froidement à quel point elle est lente, bien qu'elle réponde au moins rapidement. La jeune servante s'excuse abondamment, disant qu'elle se dépêchera tout de suite à la cuisine, et la gouvernante soupire et décide de prendre le relais, disant à l'autre femme d'aller immédiatement à la cuisine. Le jeune garçon regarde l'échange en silence, observant la dynamique entre les deux servantes, et ainsi la gouvernante tourne son attention vers l'enfant, son expression illisible alors qu'elle se tient au-dessus de lui. Elle le regarde avec un regard sérieux et légèrement intimidant, un contraste frappant avec la chaleur de la servante précédente. Alors qu'elle s'approche, elle ramasse un petit tissu, prête à reprendre la tâche de s'occuper du bébé. Le jeune enfant regarde la gouvernante avec une expression curieuse, se demandant ce qu'elle fait. Il observe la femme à l'air sévère se déplacer dans la pièce, rangeant le désordre qu'il a fait, et elle commence à ramasser les livres qui sont éparpillés sur le tapis orné. Et après avoir ramassé tous les livres du sol, elle les replace soigneusement sur les étagères. Et ainsi, il est révélé que la bibliothèque est en fait une porte cachée, qu'elle ferme avec un regard sérieux. Derrière l'endroit où se trouvaient les livres, elle découvre une petite boîte ornée remplie de bijoux étincelants. Avec un coup d'œil rapide autour pour s'assurer que personne ne regarde, elle glisse sournoisement la boîte dans la poche de son tablier. L'archimage réincarné observe cette action de près, un regard de réalisation se dessinant sur son visage, et pense donc qu'elle peut voler quelque chose et blâmer le désordre du bébé, confiante que le maître ne la soupçonnerait jamais. Elle se retourne ensuite pour faire face à l'enfant, complètement inconsciente que son vol a été témoigné. L'expression du jeune garçon change, ses yeux se rétrécissant avec un regard bien trop intelligent pour un bébé. La gouvernante semble remarquer son étrange regard, une lueur d'agacement apparaissant dans ses yeux. Une aura menaçante l'entoure alors qu'elle interroge son regard insolent, pensant qu'il a besoin d'une discipline stricte et elle ramasse ensuite un thermos, déclarant qu'elle l'utilisait juste pour réchauffer son lait, et ainsi avec un sourire cruel, elle se demande quel genre de cri il fera lorsque le liquide chaud l'éclaboussera. La servante jette ensuite le liquide bouillant directement sur lui, avec l'intention de lui causer de graves douleurs. Mais juste avant que l'eau ne le frappe, elle se fige en plein air, suspendue inoffensivement autour de l'enfant. Le liquide reste complètement immobile alors que le jeune garçon regarde calmement de l'intérieur du bouclier à queue. Ses yeux commencent à briller d'une puissante énergie violette, son expression devenant sérieuse et en colère. Il active sa magie, un renversement de phénomène incontournable, et l'eau chaude inverse sa course vers la servante. La gouvernante regarde dans un silence stupéfait, incapable de comprendre comment l'eau s'est arrêtée et se dirige maintenant vers elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, le liquide brûlant l'éclabousse, la faisant pousser un cri perçant. Elle tombe au sol, se tordant d'agonie et criant à quel point c'est chaud, suppliant désespérément de l'eau pour refroidir les brûlures. Dans l'agitation, le bracelet de perles volé s'échappe de la poche de son tablier, exposant son vol. Le bijou vole dans les airs et atterrit parfaitement dans la petite main du jeune enfant. Avec un regard suffisant, il lève le bracelet, réalisant que ses capacités magiques sont toujours intactes même dans ce corps de nourrisson. Le lendemain, à l'extérieur du grand manoir moderne, un nouveau plan est mis en œuvre. La babysitter suggère d'aller dans un parc d'attractions à proximité, pensant que ce serait une sortie agréable pour un enfant, et elle le pousse dans une poussette, lui parlant des fontaines et des balançoires qu'ils verront là-bas. Le jeune garçon, cependant, semble avoir une destination complètement différente en tête. Il lève sa petite main et pointe dans une direction différente du chemin menant au parc, et elle s'arrête et regarde où il pointe, acceptant d'aller dans cette direction même si elle semble un peu confuse, et il change de cap. Se dirigeant vers l'endroit que le jeune enfant a choisi pour leur promenade, la babysitter lève les yeux vers leur destination avec une expression perplexe, ne comprenant pas son choix. Au lieu d'un parc, il les a conduits à un bâtiment grandiose et imposant qui s'avère être une bibliothèque, et elle se tient devant la structure massive, demandant si c'est vraiment là qu'il voulait venir, et il a déjà acquis plusieurs livres, dont une encyclopédie à un grimoire,
les rangeant dans la poussette. Alors qu'ils partent, il se dit que ces livres devraient l'aider à combler les 5000 ans de lacunes dans ses connaissances. Il prévoit de les lire en secret. Chaque fois que la baby-sitter n'est pas là pour le voir, la baby-sitter jette un coup d'œil à l'enfant qui fait maintenant semblant de dormir dans sa poussette. Elle trouve son comportement très étrange, se demandant quel genre de bébé n'aime pas les parcs et ne veut que lire des livres difficiles. Après leur sortie inhabituelle, ils finissent par rentrer à la maison. La baby-sitter ouvre la grande porte d'entrée, pousse la poussette à l'intérieur et annonce qu'ils sont de retour de leur promenade. Un homme et une femme attendent dans le salon, et la femme s'exclame joyeusement qu'ils sont de retour. La baby-sitter les salue officiellement, en s'adressant à eux comme le maître et la maîtresse de maison. La femme se précipite avec excitation, tendant les bras vers le bébé et criant joyeusement son nom, Alice. La maîtresse se tourne vers la baby-sitter, lui posant une question avec une expression légèrement perplexe. Elle prend ensuite le jeune enfant dans ses bras et s'excuse de l'avoir laissé seul, le serrant contre elle. Le garçon analyse la situation, réalisant que ces deux personnes sont ses nouveaux parents et qu'ils portent le même nom qu'avant, Alice. L'autre femme de chambre, qui vient de rentrer, dit au couple de prendre leur temps pendant qu'elle va préparer le dîner. Tout en étant porté, il observe sa nouvelle mère et se dit qu'elle est vraiment mignonne. Le père s'excuse auprès de sa femme pour sa mauvaise santé, disant que c'est de sa faute s'il a traîné sa condition, et elle rejette rapidement ses excuses, lui disant que sa maladie est la chose la plus importante en ce moment. Le jeune enfant surprend leur conversation et s'inquiète, se demandant ce qu'est cette maladie. Son père se lamente que même les installations médicales de pointe en Amérique n'aient pas pu l'aider, et sa femme essaie d'être optimiste, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent pas abandonner et qu'ils doivent continuer à chercher un remède. Mais il explique qu'ils sont à court d'options car leurs économies sont épuisées et que le manoir pourrait être saisi. Pour aider à résoudre leurs difficultés financières, la mère suggère de réduire leurs dons annuels à l'orphelinat, mais son mari rejette fermement l'idée, déclarant que le soutien de ses enfants est sa raison de vivre. Il ferme les yeux de tristesse, se demandant pourquoi il doit souffrir d'une maladie aussi incurable. L'archimage réincarné écoute leur conversation, enregistrant silencieusement tous les détails de leur situation, et il pense au manoir, le trouvant confortable et décidant qu'il préférerait ne pas le perdre. Il note également que ses nouveaux parents semblent être des gens vertueux, comme le montre leur dévouement à l'orphelinat. Avec une détermination nouvelle, ses personnalités passées et présentes fusionnent lorsqu'il décide qu'il va sauver ce couple. Il tend la main vers son père, babillant comme s'il voulait être pris dans ses bras, et sa mère interprète son geste. L'homme prend son fils dans ses bras, mais ses mots sont sombres car il dit qu'il ne pourra peut-être pas le tenir longtemps. Il décide d'utiliser sa magie d'inversion du phénomène de Mibuya pour diagnostiquer la maladie de son nouveau père. Il supprime sa production magique, appliquant les effets secondaires de l'inversion pour un scan physique du corps de son père. Il note que l'anatomie humaine semble inchangée après des milliers d'années et commence à vérifier les anomalies dans les méridiens magiques. Il identifie rapidement le problème, repérant un blocage dans l'une des voies magiques de l'homme. Il tend la main et touche la poitrine de son père, qui demande ce que son fils essaie de faire. Le jeune enfant concentre son énergie, se préparant à utiliser sa magie pour éliminer le blocage qu'il a trouvé. Il envoie une petite impulsion de magie dans le point d'acupuncture de son père, faisant tressaillir l'homme de surprise. L'homme recule, gémissant de douleur alors que sa femme se précipite à ses côtés, paniqué. Il ressent une sensation étrange dans son corps, une goutte de sueur se formant sur son front alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Il place une main sur sa poitrine. Remarquant une sensation étrange, à la fois inconnue et pourtant en quelque sorte positive. Il réalise avec un sursaut que son état s'améliore, une étincelle d'espoir s'allumant en lui, et un sourire se dessine sur son visage lorsqu'il confirme que sa santé s'améliore définitivement. Il s'exclame qu'il se sent tellement mieux, et sa femme se demande si cela pourrait être un miracle, et le jeune archimage regarde, satisfait que la vie de cet homme devrait être sauve maintenant qu'il est intervenu. Cependant, l'utilisation de sa magie a pesé sur un petit corps, et il ressent une somnolence accablante. Il lutte pour rester éveillé, mais l'épuisement est trop important pour que sa forme infantile puisse le supporter. Il s'endort rapidement dans les bras de son père, l'effort magique l'ayant complètement épuisé. Un peu plus tard, il se réveille en sursaut, se sentant un peu désorienté par sa sieste soudaine. Il voit sa mère dormir paisiblement dans une chaise à proximité, le stress de la journée l'ayant finalement rattrapé. Il se rend compte que lorsqu'il utilise la magie, son corps de bébé ne peut pas supporter la tension, et une somnolence accablante l'attaque. Il comprend que jusqu'à ce que son corps grandisse et gagne en endurance, il doit éviter d'utiliser sa magie de manière imprudente. Mais malgré cela, il active sa magie la plus élémentaire, formant un petit cercle lumineux dans ses mains. Utilisant son pouvoir, il fait léviter un livre lourd et son biberon depuis une table située de l'autre côté de la pièce. Avec une facilité surprenante pour sa petite taille, il attrape les deux objets alors qu'il vole dans son berceau. Il se dit que cette démonstration imprudente n'aura lieu qu'une seule fois, alors qu'il commence à lire tout en buvant son lait. La nuit tombe sur le grand manoir et la pleine lune illumine le terrain tranquille. Bien au chaud dans son lit, le jeune enfant se sent content, sachant que ses nouveaux parents et sa maison sont désormais en sécurité. Cependant, en regardant le plafond,
Il commence à réfléchir au vrai sens de sa réincarnation à cette époque. Il est certain qu'il doit y avoir une raison à sa renaissance à cette époque et devient déterminé à la découvrir. Pendant ce temps, dehors, dans l'obscurité, une silhouette mystérieuse entre silencieusement sur la propriété du manoir. Un groupe de personnages encapuchonnés rencontre la gouvernante déchue, qui confirme que le manoir contient des objets de valeur. Deux des intrus observent la maison, notant son apparence sophistiquée et le fait que son maître est malade. Un autre ajoute que le propriétaire est si gentil que la sécurité autour de la maison est extrêmement laxiste, et ainsi la servante bandée exige impatiemment son paiement pour leur avoir montré le chemin du manoir. Le chef du groupe lui lance un sac d'argent, réglant leur accord avant de poursuivre, et ainsi, avec un sourire sinistre, il donne l'ordre de pénétrer par effraction et de tuer toute personne à l'intérieur qui pourrait les voir. Il ajoute ensuite une instruction effrayante de ne montrer aucune pitié à personne, pas même au bébé, et ses disciples sont d'accord, et le groupe d'intrus se prépare à prendre d'assaut le manoir sous le clair de lune. À l'intérieur, le jeune archimage dort paisiblement, complètement inconscient du danger qui approche, mais soudain, il se redresse dans son lit, ses yeux s'ouvrant brusquement alors qu'il sent une présence puissante et malveillante. Et ses yeux se plissent alors qu'il réalise rapidement que la présence qu'il a sentie appartient à un groupe d'intrus. Il laisse échapper un léger soupir, avec un regard d'agacement et de résignation sur son visage, et ainsi, avec une expression déterminée, il décide qu'il devra les chasser lui-même de la maison. Et malgré sa sérieuse détermination intérieure, il avait auparavant maintenu la façade d'un bébé heureux et innocent devant ses parents. Dehors, le manoir est baigné dans la lumière pâle de la pleine lune, son extérieur paisible cachant le danger qui s'y trouve. Les intrus ont déjà franchi le périmètre et se trouvent maintenant à l'intérieur du hall d'entrée du manoir. Ils se déplacent silencieusement dans le grand hall d'entrée, leurs ombres dansant sur les murs. Le chef du groupe s'arrête devant un mur uni, se préparant à utiliser sa magie. Un cercle magique bleu vif se matérialise soudainement sur le mur, créant un portail pour qu'il puisse le traverser. Lui et ses subordonnés encapuchonnés sortent du portail magique, ayant contourné toutes les serrures conventionnelles, et le chef commande qu'il n'y a pas de barrière d'interférence magique, traitant le maître de la maison de crédule. Utilisant le plan qu'il a obtenu de la servante déchue, il conduit avec assurance son groupe vers le bureau du maître. Il ordonne à ses hommes de voler tout ce qu'ils trouvent de valeur, mais l'un d'eux demande ce qu'il faut faire s'ils sont découverts par le personnel. Le regard froid et silencieux du chef suffit comme réponse, disant à son subordonné de ne pas le lui faire répéter 2 fois. Avec un ricanement cruel, il donne ensuite l'ordre explicite de tuer toute personne qu'il trouve dans la maison. À l'étage, le maître et la maîtresse de maison dorment profondément, complètement inconscients de l'invasion de leur domicile. Ils sont allongés paisiblement côte à côte, leur repos sur le point d'être brisé par les intrus. Les silhouettes encapuchonnées se déplacent avec une vitesse et un silence mortel dans les couloirs opulents du manoir, mais leur chef s'arrête soudainement, un regard acéré dans les yeux, comme s'il sentait que quelque chose ne va pas. Ils arrivent à un grand ensemble de portes doubles, leurs ombres sinistres se projetant dessus alors qu'ils croient avoir atteint le bureau. Le chef des intrus ouvre la porte à ce qu'il croit être le bureau, prêt à piller, et il ordonne à ses hommes de chercher minutieusement une boîte en pierre magique qu'il est certain doit être cachée quelque part dans la pièce, et ses subordonnés se mettent immédiatement au travail, fouillant chaque recoin du bureau somptueusement décoré. L'un d'eux vérifie derrière un grand tableau, espérant trouver un coffre-fort ou un compartiment caché, et un autre regarde sous les meubles, mais leur recherche s'avère vaine, aux grandes dames de leur chef. Le chef grommelle qu'il est étrange qu'il ne puisse trouver les objets de valeur nulle part dans la pièce, et soudain, l'un de ses hommes l'appelle, pointant vers une autre partie du manoir. Gisant sur le sol dans le couloir se trouve une grande pierre magique violette et brillante, étincelante. Deux des intrus trouvent les pierres magiques de haute pureté, mais leur chef se demande pourquoi elles se trouvent dans le couloir. L'un des personnages encapuchonnés regarde vers une pièce voisine, un soupçon de suspicion dans les yeux. Regardant à travers une porte légèrement entr'ouverte, il voit une autre gemme magique encore plus précieuse. Le cristal lumineux est posé sur une petite table, ses facettes captant la lumière et créant un spectacle éblouissant, et il appelle son patron avec excitation, lui disant qu'il s'agit de gemmes magiques, qui valent 100 fois plus que les pierres magiques. Le chef réalise que les vrais trésors ont toujours été stockés dans cette autre pièce. Il entre dans la pièce et trouve le jeune archimage dormant dans son berceau, mais son attention se porte sur les précieuses gemmes. L'un des intrus tend la main vers la gemme magique, décidant de s'en occuper d'abord avant de s'occuper du bébé. Mais au moment où il est sur le point de la toucher, les yeux du jeune enfant s'ouvrent brusquement, révélant qu'il faisait semblant de dormir. Le chef du groupe est surpris par le mouvement soudain, ses yeux s'écarquillant de surprise. L'archimage réincarné pousse un cri fort et perçant, une tactique pour alerter toute la maisonnée de la présence d'intrus. Un des hommes suggère de faire taire le bébé, mais le chef, enragé, leur hurle de le tuer à la place. Un des intrus lève son poignard, disant au bébé de ne pas le prendre personnellement alors qu'il s'approche pour le tuer. Mais avant que la lame ne puisse atteindre sa cible, le jeune archimage active sa magie de renversement de phénomène NBOS. L'intrus est soudainement projeté en arrière, sa main brillant comme si elle avait été brûlée par une force puissante. Le poignard est dévié et envoyé voler, tournoyant dans l'air tandis que l'homme est repoussé par la magie. Il hurle de douleur alors qu'il est projeté contre le mur,
ses compagnons intrus regardant avec choc et confusion, de sorte que le chef du groupe est également pris au dépourvu lorsqu'un ours en peluche, apparemment jeté du berceau, le frappe à la tête. Lui et son subordonné sont envoyés voler par une force invisible qui les écrase violemment sur le sol, puis ils sont soulevés dans les airs, complètement impuissants face à la magie puissante qui s'est emparée d'eux. Le chef gémit de douleur, son corps se tordant alors que l'étrange force appuie sur lui. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise qu'il est complètement à la merci de ce pouvoir inconnu, qualifiant ses agresseurs de petits voleurs. Une voix mystérieuse révèle qu'il s'agit du mage de la cour stationné au manoir et qu'il a inversé leur gravité. La voix continue, avertissant que sa magie est bien plus puissante et peut tous les tuer instantanément si elle se déchaîne complètement. Le chef des intrus serre les dents de frustration, ne s'attendant pas à rencontrer un garde du corps. La voix mystérieuse exige alors de savoir qui les a envoyés, offrant d'épargner leur vie s'ils répondent. Le chef, sous une pression immense, affirme qu'il n'y a pas de cerveau derrière tout ça et qu'ils ont agi de leur propre chef. Le mage de la cour conclut qu'ils ne sont que des voleurs ordinaires et leur ordonne de laisser tomber ce qu'ils ont volé et de partir. Le chef accepte à contre-cœur, implorant de libérer la magie de gravité inquiétante. Un sort est soudainement dissipé, et les intrus sont renvoyés s'écraser sur le sol. Ils atterrissent dans un tas douloureux, gémissant d'agonie à cause de l'atterrissage brutal. Le chef lance un regard haineux et frustré, une goutte de sueur sur son front alors qu'il réalise qu'il a été complètement dominé. Ne voulant pas accepter la défaite, le chef des intrus rassemble son énergie pour une attaque finale. Il déclenche une puissante explosion de magie, accusant le mystérieux mage de la cour de mentir. Le rayon d'énergie se précipite vers le berceau du bébé, mais l'attaque du chef est accueillie par une défense tout aussi puissante. Après un éclair de lumière et un nuage de fumée, il constate que sa magie a été complètement annulée. À la place du bébé, une étrange silhouette d'épouvantail se dresse maintenant, laissant les intrus complètement perplexes. Le jeune archimage observe depuis son lit, qualifiant leur résistance inutile de stupide alors qu'il tient un étrange appareil. L'intrus baisse les yeux avec terreur lorsqu'il réalise qu'il a été piégé dans une illusion magique, et que la véritable menace est toujours là. Il se retourne juste à temps pour voir le jeune enfant debout dans son berceau, un regard de froide fureur dans ses yeux. Un cercle magique rose brillant apparaît autour du bébé, et l'image de son ancien moi en tant qu'archimage puissant se matérialise derrière lui. Une vague massive d'énergie magique jaillit de l'enfant, engloutissant toute la pièce et les intrus terrifiés. Les silhouettes encapuchonnées sont prises dans l'explosion, leur corps secoué de douleur alors qu'ils sont submergés par l'immense puissance. Le lendemain matin, des voitures de police sont garées devant le manoir, les conséquences des événements de la nuit faisant maintenant l'objet d'une enquête. Et ainsi, le maître de la maison explique à la police qu'il a trouvé les intrus ligotés à son réveil. Et ainsi, un policier l'interroge lui et une nouvelle femme de chambre, apprenant qu'ils ne savent pas qui a maîtrisé les criminels. L'officier révèle que la femme de chambre déshonorée qui a renseigné les voleurs a avoué, affirmant qu'elle avait été menacée, et il ajoute que les criminels eux-mêmes semblent avoir des souvenirs confus, et apparemment un bébé les a tués ou quelque chose comme ça. Le maître et la femme de chambre sont laissés complètement sans voix par l'histoire bizarre et incroyable. À proximité, le jeune archimage rampe sur le sol, babillant innocemment pour maintenir sa couverture, de sorte que sa mère le regarde avec délice, le louant pour ses impressionnantes compétences en matière de rampement. Alors que ses parents le couvrent d'attention, il prend soin de cacher son véritable pouvoir, un petit sourire entendu sur son visage. Le danger immédiat étant passé, le père pousse un soupir de soulagement, sentant que tout est enfin terminé. La mère remarque la bonne humeur de son fils et lui demande si quelque chose de bien s'est passé, ce à quoi le père acquiesce. Le jeune enfant se redresse alors de sa position de rampement, prêt à tenter quelque chose de nouveau. Avec un regard de concentration intense, il se lève lentement et maladroitement pour la première fois. Il parvient à se tenir debout tout seul, une étape importante pour un enfant de son âge, à la grande surprise de ses parents, et sa mère s'exclame sous le choc qu'il marche, et son père l'encourage à continuer. Le père est stupéfait, pensant que son enfant pourrait être un génie pour marcher sitôt après sa naissance. Le jeune archimage maintient son heureux bébé de mode, profitant des louanges affectueuses de ses parents, et son père le prend, ravi, émerveillé par les incroyables progrès de son fils. La mère, cependant, pense que son mari exagère, bien qu'elle soit clairement heureuse et fière. Le jeune enfant est content, pensant que l'indépendance physique par la marche est un bon début pour l'instant. Il comprend qu'il devra entraîner non seulement son intellect, mais aussi son corps physique. Cependant, il est également conscient que devenir trop un enfant prodige pourrait être problématique. Il décide qu'il doit grandir tranquillement et discrètement, continuant ses études en secret tout en maintenant sa couverture. Et ainsi, la nouvelle femme de chambre lui apporte un biberon de lait frais alors qu'il est assis au milieu d'une pile de livres. Déjà absorbée par sa lecture, elle le regarde avec un air de crainte et d'incrédulité, une goutte de sueur sur son front. Elle est convaincue que cet enfant est un véritable génie. Ayant été témoin de ses incroyables capacités de première main, elle se précipite pour raconter au maître et à la maîtresse ce qu'elle a vu, sa voix remplie d'excitation et de choc. La femme de chambre explique que leur fils a insisté pour avoir les livres, et qu'il les lit depuis ce matin. Le père regarde son fils dans un silence stupéfié,
Un regard de pur étonnement sur son visage alors qu'il se demande si son enfant est doué. L'archimage réincarné écoute les plans enthousiastes de ses parents, une expression pensive sur son visage. Le père est ravi, décidant qu'ils doivent inscrire leur fils à l'institution éducative du ministère de la magie et des sciences. Alors que ses parents discutent de son avenir, le jeune enfant reste silencieux, continuant ses propres études au milieu de la pile de livres. Il est absorbé par un épais livre d'histoire, sa petite main traçant le texte ancien alors qu'il absorbe les informations. Le livre révèle qu'il y a 5000 ans, le monde abritait une super ancienne civilisation, le royaume magique du palais de la magie. Cette nation héroïque a repoussé les mystérieux anges déchus et a apporté la paix au monde, mais les livres d'histoire affirment maintenant que le dirigeant de cette nation était le premier empereur Sophia. Le texte décrit Sophia comme le grand archimage qui a commandé la guerre apocalyptique et dont les descendants ont prospéré. Il affirme que même 5000 ans plus tard, la lignée de ce royaume continue de régner sur le monde. La paix du monde moderne est attribuée au règne du premier empereur, et même les superpuissances tombent sous son influence. L'empereur actuel du monde est Sophia le 100e, qui règne depuis le royaume magique gardé par un guerrier magique allumé, et le jeune archimage traite cette nouvelle information, réalisant qu'ils ont complètement effacé son existence de l'histoire. Et il place sa main sur le livre, reconnaissant que l'histoire est souvent déformée par les vainqueurs pour leur propre commodité. Un regard de pure fureur apparaît sur son visage alors qu'il pense à son frère, Sophia, et à l'étendue de sa trahison. Et avec un sourire sinistre, il décide qu'il ne laissera pas cette fausse histoire tenir. Il jure d'exposer la vérité et de mettre en lumière la véritable histoire, cherchant sa vengeance après 5000 ans. Il utilisera sa magie unique, l'inversion de phénomène d'Albio, pour atteindre son objectif et reprendre la place qui lui revient. Soudain, ses émotions intenses font jaillir sa magie, et la femme de chambre appelle son nom en alarme, et lui et tous les livres autour de lui commencent à flotter, un phénomène de poltergeist causé par son pouvoir débordant. Jure intérieurement en réalisant qu'il a inconsciemment inversé la gravité, perdant le contrôle pendant un instant. La femme de chambre est complètement terrifiée, son visage pâle de choc alors qu'elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer, et elle court hors de la pièce en criant après le maître, implorant son pardon pour son incompétence. Plus tard dans la nuit, le manoir est de nouveau silencieux avec la pleine lune brillant de 1000 feux dans le ciel. Le jeune archimage s'entraîne à marcher, ses parents l'encourageant à chaque pas qu'il fait. Alors il fait quelques pas hésitants et essaie ensuite de dire maman, ce qui sort comme mon. Au grand étonnement de sa mère, il essaie alors de dire papa, et son père est tout aussi stupéfait d'entendre les premiers mots de son fils. Les deux parents sont incrédules, émerveillés que leur fils les ait appelés par leur nom si tôt. Le père est convaincu que son fils est doué, ayant appris à parler à un si jeune âge. Et la servante entre alors dans la pièce pour annoncer que les préparatifs pour la soirée sont prêts, et la mère est surprise d'entendre qu'il est déjà si tard, le temps ayant filé en jouant avec son fils, et elle se tourne vers son fils, un doux sourire sur son visage alors qu'elle appelle son nom. Elle lui dit alors qu'il est temps pour eux de prendre un bain ensemble, sa voix remplie de chaleur et d'affection. Le jeune archimage est pris au dépourvu par cette suggestion, un air de confusion sur son visage, et sa mère répète joyeusement que c'est l'heure du bain, complètement inconsciente de son trouble intérieur. Il essaie de refuser, pensant qu'il peut utiliser sa magie de purification pour se nettoyer sans bain, mais sa mère insiste, lui disant qu'il a joué et transpiré, donc un bain est obligatoire. Il panique à cette idée, réalisant que même dans un corps réincarné, un bain avec la dame de la maison est inévitable. Dans une tentative désespérée de s'échapper, il court vers son père, l'appelant à l'aide. Le père accepte joyeusement de se baigner avec son fils, ravi que l'enfant semble l'aimer autant. Et ainsi, le premier jour du jeune archimage à naviguer dans sa nouvelle vie touche à sa fin, rempli de défis inattendus, et confortablement installé dans son lit, le jeune archimage est soulagé d'avoir traversé cette journée mouvementée. Il pense à son objectif, qui est maintenant clair comme de l'eau de roche, se souvenant que l'empereur actuel descend de son frère perfide. Il serre son petit poing, jurant de les confronter à la vérité de l'histoire et de réclamer son héritage, mais il sait qu'il doit être patient et attendre que son corps de nourrisson devienne assez fort pour la tâche à accomplir. 3 ans plus tard, un magnifique bâtiment semblable à un château entouré de fleurs de cerisier apparaît, et les parents du jeune garçon lui disent que c'est le jardin d'enfants qu'il fréquentera, et il jure de faire de son mieux. Maintenant âgé de 3 ans, Asuka Irisu se tient fièrement dans son nouvel uniforme, prêt pour son premier jour d'école, et il se tourne vers ses parents avec un sourire éclatant, les remerciant de l'avoir inscrit dans un jardin d'enfants aussi prestigieux. Alors qu'il marche avec ses parents, il espère bien s'entendre avec ses nouveaux professeurs et amis, mais il craint également d'être victime d'intimidation. Avec une lueur espiègle dans les yeux, il se demande si peut-être il sera celui qui causera tous les problèmes à la place. Il surprend d'autres parents se vanter des réalisations de leurs enfants, comme obtenir des notes parfaites aux examens d'aptitude, et ainsi une autre mère se vante que son mari est le directeur de l'Institut de recherche magique. Un troisième parent intervient, mentionnant qu'ils se sont rencontrés lors des réunions de l'association coopérative de magie. Le jeune archimage les observe, réalisant qu'il s'agit des enfants des candidats d'élite de ce nouveau monde. La cérémonie d'entrée pour le jardin d'enfants privé lumineux commence dans un grand hall.
La directrice accueille les nouveaux élèves, leur disant qu'ils étudieront le sport et les arts magiques dans le cadre d'un programme de pointe. Le jeune garçon écoute attentivement, pensant que c'est sa première expérience dans une société organisée, et il s'en occupera à sa manière. La scène se déplace ensuite vers la salle de classe de la classe étoile au jardin d'enfants lumineux, rempli d'enfants énergiques. Une femme joyeuse avec ses cheveux en chignon se présente comme Miss Sally, la professeure de la classe étoile. Les enfants la saluent tous avec enthousiasme, mais le jeune archimage se tient à l'écart du groupe en observant tranquillement. Le jeune archimage maintient une expression stoïque, son visage illisible alors qu'il observe la dynamique de la classe. Il est entraîné dans une danse par deux de ses camarades de classe, mais son expression ennuyée et désintéressée demeure. Pendant le cours d'art, un autre élève regarde son impressionnant dessin avec un mélange d'admiration et de confusion. Il assiste à l'heure du conte avec le même regard indifférent, pas du tout engagé par la lecture enthousiaste du professeur. Son professeur remarque son manque de participation et lui demande si quelque chose ne va pas, mais il répond simplement qu'il va bien. Elle trouve son comportement étrange n'ayant jamais vu un enfant aussi peu amical et essaie de l'attirer avec des jouets. Le professeur s'inquiète de plus en plus de son comportement renfermé, mais il reste absorbé par son livre. Pendant la récréation, les autres enfants se rassemblent en groupe, leur chuchotement et leur regard curieux dirigés vers un élève en particulier. Ils s'interrogent sur un enfant de la classe de la Lune, un groupe différent et apparemment plus élitiste. Un jeune garçon confiant avec une coupe au bol se présente comme Zezan Takami de la classe de la Lune, déclarant qu'il est la personne la plus importante là-bas. Il se proclame fièrement l'aristocrate numéro 1, et ses deux compagnons le couvrent d'éloges. L'archimage réincarné observe cette scène à distance, avec un air d'agacement modéré sur son visage. Il se tourne vers son livre, rejetant la scène comme pathétique et ne méritant pas son attention, et le bâtiment de l'école brille au soleil, son architecture impressionnante étant un symbole du monde d'élite qu'il habite maintenant. Il descend le grand couloir, sa petite silhouette contrastant fortement avec l'environnement imposant. Soudain, une voix l'appelle, et il se tourne pour voir qui essaie d'attirer son attention, et il voit Zezan et ses amis coincer un autre élève à l'extérieur, lui disant qu'une personne pauvre ne devrait pas être là. Le jeune garçon, clairement intimidé, recule contre le mur et s'excuse, son corps tremblant de peur. Depuis une fenêtre, le jeune archimage observe la scène, surpris de voir un élève de la classe étoile s'excuser, et l'ami de Zezan déclare avec arrogance que seule la noblesse de première classe peut entrer dans ce jardin d'enfants, renforçant la stricte hiérarchie sociale. Il continue de railler le jeune garçon, le traitant de parasite d'une famille de classe inférieure qui n'a pas les moyens de faire des dons appropriés. L'enfant victime d'intimidation baisse les yeux, une goutte de sueur sur son visage alors qu'il endure les insultes. Le garçon à lunettes suggère alors que puisqu'il ne paie pas sa part, il devrait faire le ménage à la place. Avec un rire cruel, les trois intimidateurs jettent des seaux d'eau froide et boueuse sur l'enfant sans défense. Le jeune garçon est complètement trempé, son uniforme maintenant imbibé et taché de boue, et Zezan se moque de lui, disant que l'eau boueuse lui va bien alors qu'il se prépare à jeter un autre seau. Mais avant qu'il ne puisse le faire, une main s'étend et l'arrête, une intervention silencieuse d'une source inattendue. Et ainsi, le jeune archimage s'avance, se tenant devant l'enfant victime d'intimidation et demandant s'ils vont trop loin, et Zezan est ennuyé par l'interférence, se tournant vers le nouveau venu et demandant quel est son problème. L'archimage réincarné lui dit calmement que l'autre garçon n'a rien fait de mal et qu'il devrait s'arrêter. Un ami le reconnaît comme le nouveau venu de la classe étoile, un fait qui semble les ennuyer, alors il regarde le jeune archimage de haut en bas, pensant qu'il a aussi l'air pauvre et que quelque chose chez lui est irritant. Zezan laisse échapper un grognement dédaigneux, clairement pas intimidé par l'intervention. Mais au moment où il est sur le point de riposter, un de ses amis aperçoit leur professeur, Miss Sally, qui approche. Les intimidateurs essaient rapidement de cacher leur seau, mais il est trop tard car leur professeur les a déjà vus. Enragé, Zezan se retourne contre le jeune archimage, le traitant d'idiot pour les avoir mis dans le pétrin. Il décide de le punir également, levant le seau d'eau boueuse pour le lui jeter dessus. Mais le jeune archimage est préparé, sa main brillant déjà d'une faible énergie magique. Il active sa magie d'inversion du phénomène de Mambia juste au moment où Zezan jette l'eau. L'eau boueuse se fige en plein air et se transforme ensuite en une grande vague, revenant vers l'intimidateur stupéfait. Zezan reste debout dans un silence abasourdi, son seau toujours à la main alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. La vague d'eau boueuse s'écrase sur lui, et ses amis ne peuvent qu'observer sous le choc alors que leur chef est complètement trempé. Zezan se tient dans une flaque de boue, criant que c'est si sale alors que ses amis appellent son nom avec inquiétude. Le jeune archimage prend alors la main de l'enfant victime d'intimidation, une prise ferme et rassurante qui surprend l'autre garçon. Et ainsi, avec un sourire confiant, il dit à l'autre garçon qu'il est temps pour eux de partir, prêt à quitter la scène derrière eux. L'enfant victime d'intimidation et confus mais se laisse emmener, traitant toujours le tournant soudain des événements. Et ainsi, il s'éloigne des intimidateurs stupéfaits qui sont laissés pour faire face aux conséquences boueuses de leur attaque ratée. Il trouve un endroit calme à l'écart des autres, le grand bâtiment scolaire se profilant à l'arrière-plan. Le jeune archimage lui demande s'il va bien, et l'autre garçon le remercie, confirmant que son nom est Alice. Le garçon se présente, et ils échangent un salut poli,
une nouvelle amitié se formant entre eux. Le jeune archimage lui dit alors que les dons et le statut social n'ont pas d'importance, une déclaration qui déconcerte l'autre garçon. Il lui conseille de résister correctement si quelque chose le dérange, disant qu'il est insensé d'attendre l'aide de quelqu'un d'autre. Il l'avertit que sinon, il sera toujours à la réception de mauvais traitements, et l'autre garçon écoute dans un silence stupéfait. L'archimage réincarné s'éloigne alors, laissant l'autre enfant méditer sur ces paroles puissantes. Le garçon victime d'intimidation le regarde partir, son expression étant un mélange de respect et de contemplation alors qu'il prend les conseils à cœur. Le lendemain, l'école se dresse fièrement contre le ciel bleu clair. Une nouvelle journée d'apprentissage sur le point de commencer. Miss Sally accueille sa classe avec son énergie joyeuse habituelle, les encourageant à jouer et à s'amuser, et le jeune archimage, cependant, a l'air ennuyé et fatigué, pas du tout intéressé par les activités de la journée. Pendant le temps de dessin, il s'assoit à côté de son nouvel ami, mais son esprit semble être ailleurs. Son professeur est déconcerté par son dessin qui n'est pas une simple image mais un ensemble complexe de cercles et de formules magiques. Le professeur est complètement stupéfaite, son esprit luttant pour traiter les concepts avancés qu'il a dessinés. Elle reconnaît que c'est de la théorie magique de niveau lycée, bien au-delà de ce qu'un enfant de maternelle devrait connaître. Dépassée, elle ne peut que bégayer, une goutte de sueur sur le visage alors qu'elle tente de comprendre son génie. Plus tard, pendant les jeux de construction, le jeune archimage semble participer normalement, bien que son expression soit toujours ennuyée, mais il a en fait utilisé sa magie pour sculpter les blocs en une réplique parfaite d'une statue célèbre, laissant son professeur sans voix. Et elle panique, pensant qu'elle doit signaler ce talent incroyable et inimaginable immédiatement au directeur. L'archimage réincarné soupire, réalisant que s'il continue à venir dans cette école, ses véritables capacités seront inévitablement révélées. Pendant ce temps, Zézan et ses amis se cachent au coin, complotant leur vengeance. Zézan est furieux et jure de se venger du pauvre enfant qu'il a humilié devant le professeur. Il déclare qu'il va lui montrer qui est le plus fort dans cette maternelle, en brandissant un étrange outil magique cylindrique. Plus tard, le jeune archimage et son nouvel ami descendent le couloir ensemble, ignorant le piège qui les attend. Zézan jette un coup d'œil derrière un coin, un sourire sinistre sur son visage alors qu'il attend qu'il s'approche. L'archimage réincarné entend les murmures et sent le piège, mais il décide de jouer le jeu pour l'instant. Zézan explique son plan, ayant installé un outil magique dans le couloir pour faire exploser l'autre garçon. Son ami est émerveillé, notant que c'est un outil utilisé par les adultes. Zézan admet fièrement qu'il l'a subtilisé à l'entreprise de son père. Il déclare que c'est une revanche pour l'incident de l'eau boueuse et qu'il va le faire exploser. Le jeune archimage trouve le piège tellement évident que faire semblant de ne pas le remarquer est épuisant. Alors qu'il s'approche, les amis de Zézan lui font signe et il se prépare à activer l'outil magique. Il retire la goupille, un sourire maniaque sur son visage en imaginant son rival crier de douleur, mais au moment où il l'active, une énorme explosion se produit non pas dans le couloir, mais juste devant les brutes. Le jeune garçon crie de peur, demandant de l'aide alors qu'il se prépare à l'impact de l'explosion, mais le jeune archimage active sa magie d'inversion du phénomène de Mobius, créant une barrière protectrice autour d'eux. L'explosion est redirigée et une puissante onde de choc jaillit de l'endroit où se trouvaient les brutes. Zézan et ses amis sont rejetés par l'explosion. Leur visage est un mélange de choc et de confusion. Ils sont projetés dans les airs, leur plan ayant échoué de manière spectaculaire et douloureuse. Les trois brutes atterrissent en tas sur le sol, gémissant de douleur à cause de l'explosion inattendue. L'archimage réincarné se tient calmement au milieu du chaos, s'étant protégé sans effort, lui et son ami. La forte explosion attire l'attention de mademoiselle Sally et d'un autre enseignant qui se sont précipités pour voir ce qui s'était passé. Ils trouvent les trois brutes assises par terre, étourdies et confuses avec des étoiles tournant autour de leur tête. Alors le jeune archimage les montre du doigt et explique qu'une soudaine rafale de vent s'est produite et que les enfants ont été pris dedans. Et il ajoute qu'avec le temps instable récent, ils ont également été surpris par l'événement soudain, puis il se tourne vers son ami, et les deux s'éloignent discrètement de la scène. Ils s'éloignent, laissant les enseignants s'occuper des brutes étourdies et confuses. Les enseignants se regardent, essayant toujours de comprendre l'explication bizarre de la forte explosion. Plus tard, les deux garçons sont vus assis sur un banc dans un endroit calme de l'école. Le jeune garçon demande à son nouvel ami comment il peut devenir fort comme lui, un regard d'admiration dans ses yeux, et il avoue qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il se fait toujours harceler, et il admet qu'il ne peut même pas en parler à ses parents, sa voix remplie de tristesse et de frustration. Le jeune archimage lui dit que les gens ont un potentiel infini et qu'il doit résister à ce qu'ils n'aiment pas. Il ajoute donc que tant qu'il ne gaspille pas son potentiel, il sera certainement capable de changer, laissant son nouvel ami en pleine réflexion. Le jeune archimage se dit qu'il a fait de même, plaçant sa confiance dans le potentiel de quelqu'un. Un souvenir de sa vie passée lui revient en mémoire, le montrant avec son frère, Sophia, en qui il croyait autrefois. L'autre garçon continue de contempler l'idée du potentiel, un regard pensif sur son visage. Mais ensuite, un sourire éclatant illumine son visage alors qu'il déclare qu'il comprend et qu'il fera de son mieux. L'archimage réincarné regarde son nouvel ami avec un petit sourire entendu, ravi de sa nouvelle détermination.
Il constate que même dans un endroit où il n'y a que de jeunes enfants, la structure de la société composée de ceux qui prennent et de ceux à qui on prend est déjà formée. Le lendemain, la cour de l'école est remplie d'enfants qui courent et jouent sous le soleil chaleureux. Les enfants sont tous vêtus de leurs vêtements de sport, profitant d'une journée d'activité et de jeux de plein air. Mademoiselle Sally les observe avec une expression fière et heureuse, mais son sourire s'estompe rapidement lorsqu'elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle tourne la tête, ses yeux scrutant la cour à la recherche d'un élève en particulier qui n'est pas avec les autres. Elle trouve une jeune fille agenouillée près de la clôture, la tête baissée et le corps tremblant. L'enseignante se précipite vers elle, un regard inquiet sur son visage alors qu'elle demande ce qui se passe. La fille serre sa poitrine en disant qu'elle ne sait pas ce qui ne va pas, mais que sa poitrine bat fort et qu'elle ne peut pas respirer. Le jeune archimage, qui lit un livre à proximité, lève les yeux, son attention attirée par l'agitation. La fille s'effondre sur le sol, et mademoiselle Sally panique, criant à quelqu'un d'appeler une ambulance. Le jeune garçon ferme son livre, son expression devenant sérieuse alors qu'il évalue la situation. Il décide d'utiliser une version personnalisée de sa magie d'inversion du phénomène Mabio pour effectuer un scan physique. Appliquant l'effet d'inversion, il visualise la circulation des méridiens magiques de la fille pour trouver le problème. Il découvre qu'une partie de ces méridiens magiques se bloque, ce qui lui cause de la détresse. Il comprend que de tels défauts surviennent occasionnellement chez les personnes naturellement dotées d'une abondante puissance magique. Il utilise sa magie pour appuyer doucement sur le point d'acupuncture de la fille, dégageant le blocage dans ses méridiens. Il est satisfait que le flux de son énergie magique soit désormais assuré, bien qu'il sache qu'il ne s'agit que de premiers secours. Il appelle mademoiselle Sally, qui est au téléphone, et elle se retourne, surprise de le voir debout là. La fille se redresse, complètement rétablie, et l'enseignante est émerveillée, lui demandant si elle va bien. Il explique que l'exercice intense a provoqué un mauvais flux magique et qu'il le sait par expérience. Alors, avec un sourire confiant, il dit à l'enseignante qu'il lui laisse le reste et s'en va. Plus tard, dans le bureau du directeur, les enseignants signalent les étranges incidents qui se sont produits. Mademoiselle Sally explique que l'enfant malade s'est rétabli rapidement grâce au conseil du jeune garçon. Un autre enseignant ajoute que l'équipement de jeu cassé a été mystérieusement réparé pendant la nuit après qu'il l'ait mentionné. Un troisième enseignant intervient en disant qu'un projecteur magique qu'il a touché s'est également réparé d'une manière ou d'une autre. La directrice écoute attentivement, les mains jointes alors qu'elle traite les histoires incroyables sur cet élève. Elle répète son nom, un sourire pensif et intrigué sur son visage alors qu'elle l'appelle un enfant intéressant. Sur le chemin du retour, ses parents le félicitent pour ses bons résultats à l'école, et il leur dit que le dessin était amusant. Puis il se tourne vers ses parents, une expression sérieuse sur son visage alors qu'il leur dit qu'il a une faveur à demander. Il regarde sa mère dans les yeux et lui demande s'il peut quitter la prestigieuse maternelle. Ses parents sont complètement choqués par sa demande. Leur visage est un mélange de confusion et d'incrédulité. Plus tard ce jour-là, la famille est assise autour d'une table, une atmosphère tendue et sérieuse remplissant la pièce. Sa mère lui demande s'il est sérieux au sujet de quitter une école aussi prestigieuse, sa voix remplie d'inquiétude. Il lui demande s'il a été harcelé ou si les enseignants ne lui convenaient pas, essayant de comprendre sa décision soudaine. Il explique calmement qu'il n'est pas harcelé et que les enseignants sont gentils, mais qu'il n'y a plus rien à apprendre là-bas. Ses parents sont donc incrédules, incapables d'accepter qu'il n'y ait plus rien à apprendre pour leur fils de génie dans la prestigieuse maternelle. Il leur dit alors qu'il a une demande, les mains jointes sur la table alors qu'il se prépare à plaider sa cause. La famille est assise dans un silence tendu, ses parents attendant d'entendre ce que leur fils extraordinaire veut d'eux. Mais au moment où il est sur le point de parler, la femme de chambre entre dans la pièce pour annoncer que la directrice est au téléphone. La mère est surprise d'entendre la directrice, et elle se lève pour prendre l'appel, un air inquiet sur son visage. Elle confirme son identité et écoute la directrice, son expression devenant de plus en plus préoccupée. Le jeune archimage surprend la conversation et commence à s'inquiéter, se demandant si l'incident de la bombe magique a été révélé. Puis, le lendemain, la famille est convoquée au bureau du directeur de la maternelle Luminou. Il s'assoit devant la directrice, et la mère lui demande ce qu'elle voulait discuter, espérant que son enfant n'a causé aucun problème. La directrice affiche un sourire calme et entendu sur son visage alors qu'elle se prépare à parler. Elle les assure que leur enfant n'a causé aucun problème, mais plutôt qu'ils sont émerveillés par son talent exceptionnel. Les parents sont confus, demandant ce qu'elle entend par exceptionnellement talentueux alors qu'ils regardent leur fils. La directrice révèle alors que leur fils a réparé un projecteur magique que même les adultes n'arrivaient pas à comprendre. Les yeux du jeune archimage s'écarquillent, un choc de surprise le traversant alors qu'il est directement confronté. Le directeur poursuit, mentionnant qu'il a aussi arrêté une bombe magique pour aider son ami, ne lui laissant pas oublier son acte héroïque. Il réalise avec un soupir que son secret a été révélé après tout, son identité découverte par ses propres actions. Le directeur explique que l'arrêt d'une bombe magique requiert une aptitude magique de rang B ou plus, bien au-delà d'un enfant de maternelle. Elle ajoute que ses compétences magiques, ses techniques de guérison et ses connaissances en ingénierie sont toutes exceptionnellement remarquables. Le père reçoit un rapport détaillant les incroyables capacités de son fils, ses mains tremblent en le lisant, et il est complètement stupéfait,
ayant su que son fils était un génie, mais pas à ce point incroyable et inimaginable. Le jeune archimage réalise que ce timing est en fait parfait pour que ses plans avancent. Il interrompt la conversation, déclarant qu'il a aussi quelque chose à dire à tout le monde. Avec une expression sérieuse et déterminée, il demande formellement l'autorisation de sauter des classes. Sa mère est choquée par sa demande. Incapable de croire que son fils veut sauter des classes à un si jeune âge, il confirme ses intentions, expliquant qu'il veut sauter la maternelle et aller directement à l'école primaire. Et la directrice sourit, révélant qu'elle avait eu la même pensée et que c'était la raison pour laquelle elle les avait appelés. Et elle l'informe que leurs pensées s'alignent, et elle le traitera comme un diplômé précoce spécial de la maternelle. Il est surpris de voir à quel point ils sont raisonnables, les trouvant faciles à négocier. La directrice explique que nourrir les talents d'un enfant prodige est le devoir d'un éducateur, et sa mère est remplie de joie, s'exclamant que son fils est un prodige, mais la directrice ajoute une condition. Elle lui dit qu'une fête d'adieu est aussi un travail important, et il doit dire au revoir correctement à tout le monde. Quelques jours plus tard, une fête d'adieu est organisée pour lui dans la classe étoile avec une bannière célébrant son départ. Et ainsi, ses camarades de classe se rassemblent autour de lui, exprimant leur tristesse qu'ils partent et qu'ils ne pourront plus jouer ensemble. Il s'excuse auprès de tout le monde, une goutte de sueur sur son visage alors qu'il se sent un peu dépassé par leur affection. Les filles de sa classe sont particulièrement tristes de le voir partir, demandant une dernière partie de jeu de rôle et d'échanger des informations de contact. Une des filles se tient sur la pointe des pieds, son empressement à rester en contact avec lui est clair. L'archimage réincarné est un peu déconcerté par toute cette attention, n'étant pas habitué à ce genre d'interaction sociale, et son nouvel ami, qui l'a aidé, se tient au milieu de la foule, son expression un mélange de tristesse et de détermination. Il appelle son ami, sa voix ferme alors qu'il déclare qu'il fera de son mieux, inspiré par ses paroles. Le jeune archimage sourit, une expression chaleureuse et sincère alors qu'il voit l'impact positif qu'il a eu sur son nouvel ami. Pendant ce temps, Zézan et ses amis sont assis sur un banc, ayant l'air vaincus et abattus. L'enfant autrefois victime de harcèlement s'approche d'eux, son ombre tombant sur les trois garçons alors qu'il lève les yeux, surpris. Zézan demande ce qu'il veut, sa voix remplie d'un mélange d'agacement et de curiosité. Le jeune garçon le regarde, une expression déterminée sur son visage alors qu'il se prépare à dire ce qu'il pense. Il dit à Zézan qu'il le frappe et lui donne des coups de pied dans les coulisses et lui demande d'arrêter. Zézan est enragé par la confrontation, mais le garçon reste ferme, sa résolution inébranlable. Et il leur dit donc que la maternelle ne fait pas de discrimination basée sur la richesse et qu'ils sont tous égaux. Et donc, les amis de Zézan sont surpris par cette révélation, et ils se tournent vers leur chef pour confirmation. Et, confus et embarrassé, Zézan accepte à contre-cœur, promettant qu'il ne le harcèlera plus. Le jeune garçon sourit, un regard de satisfaction tranquille sur son visage alors qu'il voit le changement positif qu'il a inspiré. Il retourne vers son ami, et les deux échangent un regard de compréhension et de respect mutuel. Il lève le pouce, un geste qui traduit sa conviction que le monde est plein de potentiel. L'archimage réincarné fait écho à ce sentiment, sachant que tout le monde a la capacité de changer pour le mieux, et ainsi, 6 mois plus tard, un grand et imposant bâtiment avec une bannière pour l'école primaire Magic Mage Academy Kyo apparaît. Le jeune archimage, maintenant vêtu d'un costume élégant, se tient devant la grande entrée avec ses parents. Il se tourne vers eux, un regard confiant et déterminé dans ses yeux alors qu'il leur dit qu'il va entrer. Ses parents lui souhaitent bonne chance, l'encourageant à se détendre et à faire de son mieux à l'examen d'entrée, et il se dirige donc vers le bâtiment, pensant qu'à partir de maintenant, il fera juste ce qu'il a toujours fait. Avec ses parents regardant fièrement, il monte les marches de la grande académie, prêt pour le prochain chapitre de sa vie. L'école primaire Kyo est une institution prestigieuse qui fournit une éducation magique de premier ordre pour la culture des futurs mages. L'académie est de renommée mondiale, ayant produit des mages d'élite qui sont actifs dans l'institut magique. Le jeune archimage sait que sa première étape vers son objectif est de s'inscrire dans cette prestigieuse académie. Alors qu'il se tient avec ses parents, il est observé à distance par un homme à l'air sévère. L'homme le reconnaît, surpris de voir un aristocrate déchu passer l'examen d'entrée pour une école d'élite. Il le montre du doigt à son fils, le qualifiant de tache sur le nom de leur famille et de verrue. L'archimage réincarné n'est pas conscient des regards hostiles, son attention étant uniquement concentrée sur le chemin à venir. Il entre dans une grande salle de conférence remplie d'autres jeunes candidats, tous en lice pour une place à l'académie. Il s'assoit parmi eux, son expression calme et posée alors qu'il attend que l'examen commence. Un surveillant âgé annonce le début de l'examen d'entrée de 2030, s'adressant aux étudiants pleins d'espoir. Il leur dit que l'avenir du monde repose sur leurs épaules, les exhortant à devenir des mages de premier ordre, et les étudiants répondent tous par un retentissant oui, leur voix remplie de détermination et d'enthousiasme. Et donc, le surveillant place une main sur son cœur, ajoutant que leurs efforts sont tous sous la direction de l'empereur du monde. Et donc, l'expression du jeune archimage s'assombrit à la mention de l'empereur, une lueur de colère dans ses yeux. Il serre les poings, le nom de son frère traître résonnant dans son esprit. Il pense à Sophia et à ses descendants, un regard de détermination féroce sur son visage alors qu'il jure de les affronter. Avec un sourire confiant, il défie silencieusement l'héritage de son frère,
leur disant de l'attendre. Et il descend le long couloir, un morceau de papier à la main alors qu'il se prépare pour la première partie de l'examen. Il regarde le programme, qui comprend un test d'aptitude magique, un test académique et une simulation de combat. Il rejette ces défis comme étant faciles, confiant dans ses capacités à réussir avec brio. Alors qu'il marche, il heurte un autre étudiant, une petite collision qui mènera bientôt à une nouvelle rivalité. L'autre étudiant, le fils de l'homme à l'air sévère d'avant, lui dit avec colère de faire attention. Il domine le jeune archimage, un regard de dédain sur son visage alors qu'il affirme sa domination. L'archimage réincarné s'excuse rapidement, sachant que faire des histoires ici ne serait pas sage. Il remarque aussi que l'autre garçon a beaucoup d'adeptes, et se faire un ennemi de lui pourrait être problématique. L'autre garçon ricane, le traitant de petit avorton et lui disant de ne pas penser qu'il réussira l'examen. Il s'éloigne ensuite avec ses amis, le qualifiant de tâche sur le nom de leur famille et le laissant dans un silence stupéfait. La première partie de l'examen d'entrée est une évaluation des capacités magiques qui se tient sur un grand terrain ouvert. Les autres candidats pratiquent tous leur magie, créant des orbes lumineux et des cercles d'énergie. L'un d'eux déclenche une puissante décharge de magie qui manque de peu une cible, montrant son habileté. L'archimage réincarné se tient à l'écart, observant les autres avec une expression calme et analytique. Il est un peu surpris par le niveau de capacité magique que possèdent les autres candidats. Soudain, le garçon d'avant apparaît devant lui, un regard suffisant et arrogant sur son visage. Il le domine, un défi clair dans ses yeux alors qu'il se prépare à montrer son propre pouvoir. Il le nargue, le traitant d'aristocrate déchu et de honte pour leur nom de famille. Le jeune archimage est décontenancé par les insultes, les mots déchus et tâches familiales résonnant dans son esprit. L'autre garçon continue son assaut verbal, se moquant de son père gentil et maladif qui s'appauvrit sans cesse, et il déclare que les alates comme lui méritent d'être dans cette académie et lui dit de regarder attentivement. Il prend une posture puissante rassemblant son énergie magique alors qu'il se prépare à lancer un sort. Il invoque un esprit du feu, un cercle magique rougeoyant se formant devant lui alors qu'il chante l'incantation. Il déclenche ensuite une puissante boule de feu, un énorme orbe de feu qui traverse le terrain vers une cible. La boule de feu frappe la cible avec une explosion massive, envoyant des débris voler partout. La jauge de puissance sur la cible atteint son maximum, indiquant l'incroyable force de l'attaque. Les autres élèves et le surveillant sont tous stupéfaits par cette démonstration de puissance, leurs yeux grands ouverts d'incrédulité. Ils chuchotent entre eux, se demandant s'il s'agit vraiment d'un examen d'école primaire et remarquant sa magie de niveau collège. Le garçon laisse échapper un grognement suffisant, un regard de triomphe sur son visage alors qu'il se délecte de l'attention. Il se tourne vers le jeune archimage, lui disant de rentrer chez lui, confiant d'avoir prouvé sa supériorité. L'archimage réincarné se tient simplement là, son expression illisible alors qu'il se prépare à prendre son tour. Il active sa propre magie de Mobius personnalisée, une aura bleue l'entourant alors qu'il utilise la manipulation de la gravité. Il envoie une petite explosion d'énergie contrôlée vers la cible, un contraste frappant avec la précédente démonstration explosive, mais son attaque maximise également la jauge de puissance, montrant que sa technique raffinée est tout aussi puissante. La jauge commence même à provoquer un dysfonctionnement, incapable de gérer la force brute de sa magie concentrée. Les autres élèves sont une fois de plus émerveillés. Leur visage est un mélange de choc et d'admiration. La cible se brise alors en morceaux, complètement détruite par l'incroyable puissance du jeune archimage. Le garçon arrogant reste sans voix, ses yeux grands ouverts d'incrédulité alors qu'il réalise qu'il a été complètement surpassé. Il ne peut qu'observer dans un silence stupéfait alors que la poussière retombe, sa confiance complètement anéantie. Soudain, un grand objet en forme de disque vole vers lui, une nouvelle partie inattendue de l'examen. Il panique, poussant un cri alors qu'il essaie d'esquiver le projectile qui arrive. Mais le jeune archimage lève simplement une main, son expression calme et concentrée alors qu'il se prépare à faire face à la nouvelle menace. Il arrête sans effort le disque en plein air et le fait ensuite s'écraser au sol, créant une autre explosion massive. L'autre garçon est assis au bord d'un cratère nouvellement formé, son visage pâle de peur et de choc. Il est si terrifié qu'il se mouille, une flaque se formant sur le sol sous lui alors qu'il regarde avec incrédulité. Le jeune archimage se tient au-dessus de lui, le soleil dans son dos créant une silhouette intimidante. Alors, avec un regard froid et menaçant, il dit à l'autre garçon que c'est lui qui devrait rentrer chez lui. Le tyran tremble de peur, son attitude arrogante complètement disparue alors qu'il affronte la puissance écrasante du jeune archimage. Au loin, un groupe d'autres élèves, dont une blonde avec une queue de cheval, observe la confrontation avec intérêt. La blonde observe la scène avec une expression calme et analytique, un regard pensif sur son visage. Le surveillant annonce que le jeune archimage a réussi l'évaluation des capacités magiques, sa voix résonnant à travers le terrain. L'archimage réincarné se retourne simplement et s'éloigne, son expression illisible alors qu'il passe au test suivant. Il a déjà réussi l'évaluation des capacités magiques, et maintenant il est prêt pour l'examen d'aptitude académique et la bataille simulée. La deuxième partie de l'examen d'entrée est le test académique qui se déroule dans une grande salle d'examen calme, et les élèves sont tous concentrés sur leur papier, le seul son dans la pièce étant le grattement des stylos sur le papier. Le jeune archimage trouve le test beaucoup trop facile,
et il décide de répondre comme un enfant normal pour éviter les soupçons. Il laisse échapper un soupir silencieux, un peu ennuyé par la simplicité des questions de l'examen. Une fille assise à côté de lui chuchote qu'elle a oublié sa gomme, un regard de panique sur son visage. Il prend calmement sa propre gomme et la casse en deux, une solution simple à son problème. Il lui offre le morceau, un petit acte de gentillesse qui surprend la fille, et il lui dit qu'ils devraient tous les deux faire de leur mieux, un petit sourire sur son visage alors qu'il l'encourage. Elle le remercie, une rougeur sur ses joues alors qu'elle est touchée par sa générosité inattendue. Alors, de quelques rangées en arrière, la blonde du test des capacités magiques l'observe, son expression pensive et curieuse. Et elle continue de l'observer, ses yeux plissés alors qu'elle essaie de comprendre le mystère derrière cet enfant extraordinaire. Après le test académique, c'est l'heure du déjeuner, et les élèves se réunissent tous à la cafétéria pour manger, et le jeune archimage a une boîte à bento préparée avec amour par sa mère, remplie de ses plats préférés. Il s'assoit avec ses parents qui sont venus le soutenir pendant la longue journée d'examen. Son père lui demande s'il réussit bien les examens, et il répond avec confiance qu'il réussit parfaitement. Il mange son hot dog en forme de poulpe, et ses parents l'encouragent à continuer son bon travail dans l'après-midi. Soudain, l'homme à l'air sévère d'avant, avec son fils, s'approche de leur table. Le père du jeune archimage lève les yeux, un peu surpris de les voir, alors qu'il continue à manger son déjeuner, et l'homme le salue par son nom, commentant la coïncidence de le croiser là. Le père rend la salutation, mais son ton est froid et distant, ce qui semble ennuyer l'autre homme. L'homme remet en question son ton, lui rappelant sa position inférieure dans leur hiérarchie Zébatsu. Le père essaie de désamorcer la situation, une goutte de sueur sur son visage alors qu'il lui demande de ne pas être si froid. La main de l'homme brille d'une faible énergie magique, une menace claire qui ne passe pas inaperçue. La mère du jeune archimage observe avec une expression inquiète, sentant la tension entre les deux hommes. L'archimage réincarné regarde l'échange en silence, ses yeux plissés alors qu'il évalue la situation. L'homme tourne alors son attention vers le jeune garçon, lui demandant s'il a hérité de l'attitude rebelle de son père. Son fils, qui a été humilié lors du test des capacités magiques, regarde avec un air suffisant sur son visage. Le père est à court de mots, ne sachant pas comment répondre à l'irrespect flagrant. L'homme lui crie alors de ne pas trouver d'excuses, l'accusant de devenir arrogant pour avoir sauté des classes. Il le traite d'aristocrate déchu puis fait tomber avec colère sa boîte à bento de ses mains. Et la famille et les autres élèves de la cafétéria sont tous stupéfaits par son explosion soudaine et violente. Le déjeuner préparé avec amour est maintenant éparpillé sur le sol, un gâchis de riz, d'œufs et de légumes. L'homme menace alors le père, lui disant d'éviter d'être traduit devant le conseil du Zébatsu pour accusation d'irrespect. Il verse son café chaud sur la nourriture renversée et ordonne au père de nettoyer le sol et de tout manger en guise d'excuse. Le jeune archimage essaie d'intervenir, disant à son père que c'est assez, mais son père le retient. Le père s'incline profondément, s'excusant pour le comportement de son fils et demandant à l'homme de laisser tomber. Il explique que s'il provoque une agitation, son fils pourrait être disqualifié de l'examen, et il implore la pitié. L'archimage réincarné regarde son père endurer cette humiliation pour son bien, un regard de douleur et de colère dans ses yeux. Il réfléchit à sa vie passée, réalisant qu'il a agi imprudemment à l'époque, et ce n'était pas la bonne stratégie. Il sait qu'il doit tirer des leçons de cela, se souvenant qu'il a été assassiné dans sa vie passée pour avoir négligé ce même principe. Alors que la nourriture de la boîte à bento tombe sur le sol, il décide qu'il ne refera plus la même erreur. Avec un regard de concentration intense, il active sa magie, et la nourriture et le café renversé commencent à inverser leur chute. Le café chaud éclabousse le visage de l'homme, le faisant crier de douleur et de surprise. Il trébuche en arrière, serrant son visage et criant à propos du café chaud, son fils se précipitant à ses côtés. Il regarde la famille du jeune archimage, jurant qu'ils se souviendront de cette humiliation. Lui et son fils s'enfuient alors, l'homme cherchant désespérément de l'eau pour refroidir ses brûlures. Le père est laissé dans un silence stupéfait, son esprit luttant pour traiter le revirement soudain et bizarre des événements. Le jeune archimage appelle alors son père, un sourire calme et rassurant sur son visage. Il suggère qu'ils aillent ailleurs pour manger leur déjeuner, et son père le regarde avec confusion. Et soudain, les boîtes à bento sont de retour sur la table, parfaitement restaurées et remplies de la délicieuse nourriture d'avant. Et ainsi le jeune garçon rejette les questions de son père, disant qu'il veut manger en regardant le ciel dans la cour. Les parents regardent en silence stupéfaits, leurs esprits encore sous le choc du revirement soudain des événements et du pouvoir caché de leur fils. Et la dernière partie de l'examen d'entrée est une bataille simulée qui se déroule dans un immense colisée rempli de spectateurs en liesse, et ainsi la foule est remplie des parents et des familles des candidats qui regardent tous avec impatience les jeunes mages s'affronter. Le jeune archimage est appelé dans l'arène, sa petite silhouette se tenant seule dans le vaste tunnel d'entrée. Il prend une profonde inspiration, un regard de calme détermination sur son visage alors qu'il se prépare pour le défi final. Il sort dans l'arène, ses pas résonnant dans l'immense espace alors qu'il se dirige vers le centre. Il regarde autour de lui la foule en liesse, un peu surpris par l'ampleur de l'événement. Son adversaire est donc Karasumor Yamabuki, le même garçon qu'il avait nargué plus tôt. L'archimage n'est pas surpris, un petit sourire entendu sur le visage,
Il trouve le match intéressant, et ses parents regardent depuis les tribunes, le visage inquiet en voyant l'adversaire de leur fils. Ce garçon explique que son père a corrompu l'adversaire initial et truqué le faux combat pour le faire s'agenouiller, et il craque ses doigts, un regard confiant et arrogant sur le visage alors qu'il se prépare à se battre. Il pense donc qu'avec ce faux combat, il peut battre l'autre garçon sans souci, confiant dans sa victoire truquée, et le jeune archimage accepte le combat, un sourire sinistre sur le visage en disant qu'il est temps de commencer. Puis il nargue son adversaire, le traitant de mariage, branleur. Suite à la rencontre précédente, le garçon est enragé par l'insulte, son visage devenant rouge alors qu'il hurle qu'il va le tuer. Il déclare qu'il va écraser le tricheur avec sa propre tricherie, un regard de haine pure dans les yeux. Il révèle un bracelet magique que son père lui a donné, un objet puissant qui lui donnera un avantage injuste. Le bracelet est un outil magique puissant qui augmente la puissance magique du porteur de 10 fois. Le jeune archimage sourit simplement, sa confiance inébranlable alors qu'il se prépare à affronter son adversaire trop sûr de lui et tricheur. Le bracelet magique est un artefact de rang avalant 250 millions de dollars et un objet rare qui ne se retire que des monstres de haut niveau, et il est confiant que les examinateurs, ayant été achetés, fermeront les yeux sur son utilisation de l'objet puissant. Le bracelet brille d'une lumière intense alors qu'il active son pouvoir, une vague d'énergie magique le traversant. Il invoque à nouveau l'esprit du feu salamandre, sa puissance étant maintenant amplifiée par l'artefact magique. Il libère un oiseau de feu massif, un torrent de flammes qui engloutit toute l'arène. Il regarde son adversaire avec un regard noir, confiant qu'il est grillé face à une attaque aussi accablante. La foule est en émoi, stupéfaite par la puissance incroyable qui est au niveau d'un étudiant universitaire. Le père du garçon regarde depuis les tribunes avec un sourire suffisant et satisfait, ravi de la démonstration de puissance de son fils. L'oiseau de feu massif se précipite vers le jeune archimage, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Le garçon jubile, demandant à son adversaire s'il aime sa puissance amplifiée, certain qu'il a gagné. L'arène est remplie d'un épais nuage de fumée et de poussière, obscurcissant la vue des conséquences. Mais lorsque la fumée commence à se dissiper, une paire d'yeux roses brillants peut être vue, complètement indemne par l'attaque. L'archimage réincarné se tient au centre de l'arène, entouré d'une aura tourbillonnante d'énergie rose et bleue. L'autre garçon est incrédule, incapable de comprendre comment son attaque, maintenant 100 fois plus puissante, a pu échouer. Il regarde avec horreur le jeune archimage invoquer son propre oiseau de feu, une créature de flamme massive et puissante. Le jeune garçon lève simplement une main, son expression calme et confiante alors qu'il se prépare à mettre fin au combat. Il libère sa magie de renversement de phénomène de Méhou, envoyant une puissante explosion d'énergie vers son adversaire. L'oiseau de feu du garçon est complètement dissipé, et il est laissé face à toute la force de la contre-attaque. Il ne peut que regarder avec terreur la puissante explosion de magie transformer sa propre attaque en un feu d'artifice inoffensif, et ses parents, qui sont si confiants dans leur victoire truquée, sont laissés sans voix par le revirement incroyable des événements. Le garçon est terrifié, laissant échapper un cri alors qu'il s'éloigne en rampant du puissant géant. Il essaie de se défendre, invoquant un sort de feu pour tenir le géant à distance. L'arène est remplie d'explosions alors que les deux êtres magiques s'affrontent dans une bataille spectaculaire. L'annonceur, qui est aussi le père du garçon, est pris entre deux feux de douleur alors qu'il est frappé par la chaleur, et le jeune archimage marche à travers les flammes, son corps entouré d'une aura protectrice d'énergie magique. Il lève les yeux vers son adversaire, un regard de détermination calme sur le visage alors qu'il se prépare à mettre fin au combat. Le garçon est laissé sans voix, son visage un mélange de peur et d'incrédulité alors qu'il fixe l'enfant indemne, et ainsi l'archimage réincarné explique qu'il aurait pu en finir avec une réflexion complète sur la première frappe. Il souligne que la puissance magique de son adversaire a considérablement augmenté et demande s'il a triché d'une manière ou d'une autre. Le garçon nie véhémentement avoir triché, mais son expression nerveuse le trahit. Le jeune archimage tend alors la main et touche le bracelet magique, ses yeux brillants de puissance. Il active sa magie de renversement de phénomène de Mambius, une vague d'énergie s'écoulant de sa main dans l'artefact. Le bracelet magique se brise en morceaux, sa puissance complètement annulée par la magie supérieure du jeune archimage. Il dit au garçon que sa tricherie s'arrête ici et demande s'il est prêt à l'affronter à armes égales. Il serre le poing, une puissante aura d'énergie rose et bleue l'entourant alors qu'il se prépare pour le coup final. Le garçon s'effondre au sol, son corps tremblant de peur alors qu'il fait face à la puissance écrasante du jeune archimage. L'archimage réincarné libère une puissante explosion d'énergie, ses yeux brillant d'une lumière intense. Le garçon ne peut que regarder avec terreur, son visage un masque de peur alors qu'il se prépare à l'impact. Il laisse échapper un dernier cri désespéré, sa voix remplie d'un mélange de défi et de terreur. Mais l'attaque du jeune archimage n'est pas ce à quoi il s'attend, et le combat arrive à une fin soudaine et inattendue. Le garçon vaincu est laissé tremblant sur le sol, son visage un masque de terreur pure, et le père du jeune archimage est stupéfait par la démonstration, son esprit essayant toujours de traiter la puissance incroyable de son fils. Le père du garçon l'appelle, mais le père du jeune archimage intervient, lui disant que le match est déjà décidé. Il regarde son fils et lui dit d'arrêter, et le jeune archimage accepte à contre-cœur. Il se tourne et s'éloigne, laissant son adversaire vaincu assis dans le cratère qu'il a créé.
Et ainsi il s'approche ensuite de son père et de l'annonceur, qui sont tous deux encore dans un état de choc. L'annonceur, qui est aussi le père du garçon, est à court de mots, incapable de comprendre ce dont il vient d'être témoin. Et ainsi il trouve finalement sa voix et déclare que Kurosumaru a perdu sa volonté de se battre, faisant du jeune archimage le vainqueur. Et la foule éclate en acclamations alors que le jeune garçon est déclaré vainqueur du faux combat. Il sort de l'arène, le poing levé dans une victoire silencieuse alors que des confettis pleuvent sur lui. Ses parents l'accueillent avec des sourires fiers, leur visage rempli d'un mélange d'admiration et d'émerveillement. Il s'éloigne de l'arène, sa victoire assurée et sa place dans l'académie maintenant garantie. Alors qu'il marche, il sent quelqu'un s'approcher de lui par derrière et se tourne pour voir qui c'est. La fille blonde d'avant est appuyée contre un mur, les bras croisés alors qu'elle l'attend, et elle s'approche de lui, un regard curieux et légèrement provocateur dans les yeux alors qu'elle lui demande un mot, et elle le félicite pour sa victoire, lui disant qu'il s'est très bien débrouillé dans le faux combat. Elle demande ensuite si c'est lui qui a sauté des classes, son ton un mélange de curiosité et de scepticisme, et il est un peu décontenancé par son approche trop familière et directe, se demandant qui est cette fille. Il confirme que c'est lui, et elle continue de le questionner, son intérêt clairement piqué. Mais alors qu'il parle, sa vision commence à devenir floue, et il sent une vague de vertige le submerger. La fille blonde demande s'il écoute, sa voix remplie d'un mélange d'agacement et d'inquiétude alors qu'il se balance sur ses pieds. Il s'effondre soudainement, tombant vers l'avant et s'agrippant à elle pour se soutenir, à sa grande surprise. Elle est choquée de le trouver endormi, sa tête reposant sur son épaule alors qu'il ronfle doucement. Peu de temps après, il se réveille en sursaut, son esprit encore un peu groggy de sa sieste soudaine, et il se retrouve dans une pièce confortable avec ses parents assis sur un canapé et le regardant avec des sourires soulagés. Il les salue un peu confus alors qu'il demande où il est, ne reconnaissant pas l'environnement inconnu. Le proctor âgé de l'examen est également là, et il explique qu'ils sont dans le bureau du directeur pour l'entretien final. Il dit au jeune garçon qu'il est tout à fait naturel d'être épuisé après une telle bataille et qu'il a bien dormi. Et ainsi son père explique qu'ils étaient inquiets quand il n'est pas revenu dans la zone d'observation après le combat. Le jeune archimage s'excuse auprès de son père, une goutte de sueur sur le visage alors qu'il se sent un peu embarrassé. Le directeur hoche la tête, une expression calme et rassurante sur le visage alors qu'il se prépare à commencer l'entretien. Il leur dit que maintenant que le jeune garçon est réveillé, ils peuvent commencer l'entretien final. L'archimage réincarné se redresse, son expression sérieuse alors qu'il se prépare pour la dernière partie de l'examen. Le directeur révèle alors qu'il a déjà réussi, une déclaration qui surprend le jeune garçon. Il explique que dans la longue histoire des examens d'entrée de l'école, il n'a jamais vu de résultats aussi incroyables, et ainsi avec un sourire chaleureux et accueillant, il déclare qu'ils nourrissent des mages qui dirigent le monde et lui souhaite la bienvenue à l'école. Le jeune archimage est ravi, le remerciant et disant qu'il a hâte de travailler avec lui. Ses parents sont submergés d'émotion, leur visage rempli d'un mélange de fierté, de joie et d'incrédulité. Le directeur le regarde, un regard pensif et intrigué dans les yeux alors qu'il sent son talent exceptionnel. Il est curieux de voir quel genre de vie scolaire ce garçon extraordinaire mènera, ses attentes étant élevées pour le nouvel élève. La cérémonie d'ouverture de l'école élémentaire qui commence, le grand bâtiment étant un symbole du monde élitiste dont il fait désormais partie, et ainsi le jeune archimage marche parmi les autres élèves, son nouvel uniforme le distinguant de la foule. Il observe ses nouveaux camarades, avec un mélange de curiosité et de détermination dans les yeux. Au milieu de la foule de parents, sa mère et son père lui font signe, le visage rempli de fierté et de joie. Il leur adresse un petit sourire confiant, une promesse silencieuse qu'il réussira dans ce nouvel environnement. Alors qu'il marche, ses yeux sont attirés par une paire de chaussures familières, un soupçon de reconnaissance dans son regard. Il lève les yeux et voit la blonde de l'examen d'entrée, son expression toujours aussi sérieuse et intense. Elle se tient les bras croisés, un regard de défi dans les yeux alors qu'elle le fixe directement. Elle lui demande s'il a quelque chose à lui dire, son ton mêlant agacement et attente, et il est un peu décontenancé par sa franchise et lui demande qui elle est, l'ayant oublié depuis leur brève rencontre. La jeune fille est enragée par son oubli, poussant un cri de frustration car elle n'arrive pas à croire qu'il ne se souvienne pas d'elle. Un souvenir de lui s'effondrant et s'accrochant à elle pour se soutenir lui traverse l'esprit, mais il ne se souvient toujours pas de son nom. Il lui demande de quoi elle parle, sa confusion ne faisant qu'ajouter à sa frustration, et elle le traite de petit innocent, incapable de croire qu'il ne se souvient même pas de leur première rencontre, et elle lui dit qu'il la perturbe, ces mots mêlant frustration et une étrange forme d'admiration. Mais avec un changement soudain de ton, elle déclare qu'il est précisément apte à être son partenaire. Elle raconte ses actions pendant l'examen, depuis le fait de tordre le gong avec de la magie jusqu'à faire preuve de pitié envers son adversaire qui trichait. Il est surpris qu'elle l'ait observé d'aussi près, un regard de léger choc sur son visage. Elle lui dit qu'il possède des capacités magiques, de l'intelligence et l'esprit noble d'un aristocrate. Et donc, avec une pose confiante et dramatique, elle déclare qu'il est apte à être son chevalier, une proposition qui le laisse complètement stupéfait. Il est à court de mots, une goutte de sueur sur son visage alors qu'il essaie de comprendre sa proposition.
Il lui demande carrément si elle est une harceleuse, une question qui enrage la blonde, et la scène revient ensuite à la cérémonie d'ouverture dans le grand amphithéâtre. Le directeur prononce un discours, disant aux élèves d'étudier dur et de guider le monde vers la paix. Les élèves écoutent attentivement, leur visage rempli d'un mélange d'excitation et de détermination. Le directeur annonce ensuite qu'il est temps pour le discours du représentant des élèves. Le jeune archimage se lève, prêt à prendre sa place au pupitre en tant que major de promotion. Les autres élèves chuchotent entre eux, surpris que le major de promotion soit un élève qui saute des classes et qui s'est endormi après la fausse bataille. La blonde décompte à partir de 7, un regard d'anticipation sur son visage alors qu'elle attend son discours. Le jeune archimage se tient au pupitre, un peu nerveux alors qu'il se prépare à s'adresser à toute l'école. Il s'éclaircit la gorge, sa petite voix résonnant dans la grande salle alors qu'il commence son discours. Il s'engage à se consacrer à ses études et à devenir un mage qui apportera la paix au monde. Les autres élèves sont émus par ses paroles, leur visage rempli d'un mélange d'admiration et d'inspiration, mais il ajoute ensuite une déclaration audacieuse, s'adressant à tous les élèves de la salle. Il met au défi quiconque pense être le plus fort de l'école de venir l'affronter après les cours, et la blonde est stupéfaite par son audace, ses yeux grands ouverts avec un mélange de choc et d'amusement, et il lance alors un défi direct, leur disant de se battre contre lui sans retenue. Les autres élèves sont en émoi, complètement déconcertés par sa déclaration inattendue et agressive. Le directeur, cependant, se contente d'observer avec un petit sourire entendu, intrigué par son audace. Le jeune archimage est déterminé à ne pas perdre son temps à faire l'idiot, voyant cela comme le moyen le plus rapide de prouver qu'il est le numéro 1. Après les cours, le jeune archimage et la blonde sortent ensemble du grand bâtiment de l'académie. Elle lui demande s'il est sûr de son défi, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il confirme qu'il l'est, expliquant qu'il veut prendre des raccourcis et que c'est le moyen le plus rapide. Elle est confuse par sa réponse, mais avant qu'elle ne puisse lui demander ce qu'il veut dire, il sent une attaque. Il la pousse rapidement hors de son chemin et invoque un bouclier magique juste à temps pour bloquer une puissante explosion d'énergie. La blonde est choquée par l'attaque soudaine, son cœur battant la chamade alors qu'elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Le jeune archimage se tient devant elle, protecteur, son bouclier magique toujours actif alors qu'il fait face à leurs agresseurs. Un groupe d'élèves plus âgés, leurs visages remplis d'arrogance et d'hostilité, se tiennent devant eux. Il sourit, un regard de satisfaction sur son visage car il est heureux que quelqu'un soit réellement venu le défier. Le chef du groupe complimente son blocage, un ton suffisant et condescendant dans la voix, et il déclare ensuite qu'il est venu le faire tomber. Ses yeux se remplissent d'un regard d'agression pure. Il dit au jeune garçon que les élèves de la classe supérieure vont lui enseigner les coutumes de l'école, une menace de violence claire. L'archimage réincarné se contente de sourire, un regard amusé sur son visage car il n'est pas du tout intimidé, et il est heureux que sa déclaration ait porté aussi loin et qu'il ait maintenant une chance de prouver sa force. Les deux groupes se font face dans la cour de l'école, la tension dans l'air est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Le chef des étudiants de classe supérieure le regarde avec colère, ses yeux remplis d'un mélange d'arrogance et de mépris. Le jeune archimage croise son regard, son expression calme et posée alors qu'il se prépare au combat. La blonde observe depuis le côté, un regard d'inquiétude sur son visage alors qu'elle serre les poings. L'étudiant de classe supérieure le nargue, le traitant de petit morveux et disant qu'il va lui enseigner les coutumes de Kia. Le jeune archimage se contente de sourire, lui disant que ce serait utile, sa confiance inébranlable. Au moment où le combat est sur le point de commencer, le jeune archimage lève les yeux vers une horloge proche, un regard de réalisation sur son visage. Il s'exclame qu'il est déjà l'heure du dîner, une déclaration qui déroute ses adversaires. Les étudiants de classe supérieure sont déconcertés par son changement soudain de comportement, l'incitant à se battre. Il explique que sa famille a pour règle de dîner ensemble et que ses parents se fâcheront s'il est en retard. Le chef du groupe est enragé, pensant qu'on se moque de lui et jure de l'écraser. Les trois étudiants de classe supérieure libèrent tous leur magie en même temps, envoyant un barrage d'attaques puissantes vers lui, mais l'archimage réincarné lève simplement une main, une expression calme et confiante sur son visage. Il active sa magie d'inversion du phénomène Melbio créant un vortex d'énergie tourbillonnant qui emprisonne leurs attaques. Les explosions colorées de magie sont prises dans le vortex, leur pouvoir complètement annulé par un sort supérieur. Le chef du groupe est incrédule, criant que sa magie est avalée par l'étrange vortex, et le jeune archimage se tient au centre de l'énergie tourbillonnante, complètement indemne et en contrôle. Il libère ensuite l'énergie piégée, la renvoyant vers les étudiants de classe supérieure stupéfaits. Le vortex de magie se précipite vers eux, un torrent de puissance auquel ils ne sont absolument pas préparés, et ils ne peuvent qu'observer avec terreur leur visage, un mélange de choc et d'incrédulité alors que leurs propres attaques sont retournées contre eux. L'explosion d'énergie les frappe de plein fouet, les faisant voler en arrière et s'écraser au sol, une explosion massive secoue la cour de l'école, la force de l'attaque laissant une traînée de destruction, et les trois étudiants de classe supérieure sont laissés assis sur le sol, hébétés et confus par la contre-attaque soudaine et écrasante. Le jeune archimage leur dit alors de se lever et de venir l'affronter pour de vrai cette fois, sa voix remplie d'un mélange de défi et de confiance. Les trois vétérans sont allongés sur le sol après la puissante contre-attaque, entourés de fumée et de débris dans la cour de l'école.
Il regarde le garçon avec un mélange de choc et d'incrédulité, incapable de comprendre comment ils ont été vaincus si facilement. La blonde observe tout, confuse, et se demande comment il active sa magie sans avoir besoin d'invoquer des esprits ou des démons. Mais le chef du groupe se lève furieusement, criant qu'il ne perdra absolument pas face à cette recrue en aucune circonstance. Et il invoque ensuite le puissant esprit de la foudre au quart et se prépare à libérer sa lame crépitante avec toute sa force. Un éclair massif appelé coup de foudre se dirige vers le protagoniste à une vitesse incroyable. L'énergie électrique crépite dans l'air, démontrant la puissance destructrice et l'intensité de l'attaque du vétéran. À ce stade, la scène se déplace vers un homme plus âgé qui consulte le profil d'un élève avec un score de déviation de seulement 32. Le protagoniste regarde l'homme avec une expression curieuse alors qu'il analyse les résultats du test de magie. Le professeur le pointe du doigt et crie que l'appareil de mesure est prestigieux et ne se tromperait pas en le traitant d'échec, et avec une expression irritée, le jeune homme se rend compte que le professeur essaie de le piéger d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, il décide de placer sa main sur l'appareil de mesure, qui commence à briller d'une intense lumière bleue. Il déclare qu'il ne se retiendra pas non plus et libère une vague de puissance magique qui remplit instantanément toute la pièce. Le professeur est complètement choqué par la soudaine explosion de puissance et crie, demandant ce qui vient de se passer. Les deux autres élèves dans la pièce hurlent de douleur, se couvrant les oreilles à cause de l'immense pression magique qui est libérée. Pendant ce temps, le garçon se tient calmement au milieu de l'énergie alors que l'appareil se brise en plusieurs morceaux. Le professeur crie d'incrédulité, disant que ce monolithe pouvait mesurer la puissance magique avec un score supérieur à 380. Il fixe ensuite les morceaux du précieux appareil magique éparpillés sur la table, complètement stupéfait par la situation. Avec un petit sourire, le protagoniste dit simplement qu'il s'en va et se prépare à partir. Il se retourne et s'éloigne, laissant derrière lui le professeur et les autres élèves avec le matériel complètement détruit. De retour en classe, le protagoniste est assis avec une expression sérieuse sur le visage. La blonde le saisit alors par le poignet et lui demande si c'est lui qui a cassé le compteur. À ce moment, la scène revient au combat où il lève la main pour arrêter la foudre qui arrive sur lui. Le vétéran est complètement choqué de voir ces puissantes attaques de foudre arrêtées en plein vol. Il crie d'incrédulité, réalisant que la recrue a réussi à créer une barrière défensive à temps. Le protagoniste est enveloppé par une barrière d'énergie bleue qui dévie facilement l'attaque électrique. Avec un regard déterminé, l'adversaire essaie de maintenir son attaque tout en pensant qu'il est sur la défensive, et soudain, le jeune homme apparaît juste devant lui, prenant le vétéran complètement par surprise. Il touche alors son adversaire et active sa magie appelée renversement de Mambius. La blonde regarde de loin le protagoniste se préparer à utiliser le pouvoir magique de son adversaire. La scène revient à la salle où le garçon fait semblant de ne pas comprendre, disant qu'il ne sait pas de quoi elle parle, et elle dit que ce n'est pas grave, mais maintenant il est devenu l'étudiant le moins bien classé de l'école. Mais avec un sourire confiant, il répond qu'il trouvera une solution d'une manière ou d'une autre sans s'inquiéter. Un tableau d'affichage montre que les scores des élèves ont été revérifiés à l'aide de dispositifs de sauvegarde. Un professeur explique ensuite que les bracelets distribués à tous les élèves ont un nom officiel. L'appareil surveillera et évaluera vos actions magiques en fluctuation 360, 5 jours par an. Le professeur crie que le classement général de l'évaluation déterminera la hiérarchie de chacun dans l'école. La scène revient au combat, et l'attaque du vétéran est inversée, revenant directement sur lui avec toute sa force. Il est frappé de plein fouet par sa propre magie de la foudre, sans aucun moyen de se défendre contre l'attaque surprise. Les yeux du vétéran deviennent blancs, indiquant qu'il a été vaincu par la contre-attaque. Le vétéran nommé Coruno tombe vaincu au sol tandis que ses amis crient son nom dans un désespoir total. Pendant ce temps, le protagoniste explique qu'il a maintenu la réflexion du pouvoir à un minimum afin de ne pas blesser gravement son adversaire. Il dit ensuite aux autres que leur collègue n'aura qu'un engourdissement qui passera rapidement, les laissant tous les deux soulagés. Avec un sourire, le garçon les remercie pour le combat et dit qu'il espère travailler avec eux à l'avenir, les appelant sans paix. Plus tard dans la soirée, le jeune homme dîne avec ses parents à la maison pendant qu'une servante sert le repas à la famille. Ses parents lui demandent alors comment s'est passée sa première journée d'école et s'il apprécie sa nouvelle routine scolaire. Le garçon répond que oui, et qu'il pense pouvoir s'entendre avec tout le monde à la nouvelle école sans aucun problème. Et ses parents sont satisfaits de la réponse et l'encouragent à continuer à étudier dur afin de réussir ses études. Et à ce moment-là, le jeune homme attire l'attention de son père pour lui demander quelque chose d'important sur le système scolaire. Il demande si l'école primaire a un système permettant de sauter des classes, comme il l'a vu dans la brochure d'inscription. Les parents sont surpris, imaginant qu'il veut sauter une classe à nouveau, et la scène change pour la salle de classe. Le protagoniste pense que son score de déviation est de 232 et qu'il n'a pas d'autre choix que de grimper à nouveau, et alors le professeur dit à tous les élèves d'aller dans la cour pour le test d'aptitude physique de la classe. Le garçon est un peu inquiet par la nouvelle, car les tests physiques ne sont certainement pas son point fort. Tous les élèves se rassemblent dans la grande cour de l'école, se préparant à commencer les tests d'aptitude physique. Peu de temps après, le protagoniste est déjà haletant et penché en avant, montrant son manque total de conditions physiques. La blonde s'approche et lui demande s'il va bien,
lui rappelant qu'il est également arrivé dernier à la course. Il répond qu'il y a plusieurs problèmes, et elle remarque avec un sourire qu'il a aussi ses propres faiblesses. Il pense qu'il ne peut pas encore trop forcer ce corps et se souvient que le père d'Asuka était une personne malade. Et donc, il en conclut que la faible constitution du garçon a peut-être été héritée de son père. La blonde lui demande alors comment il peut être son partenaire avec cette faiblesse, et il est confus, ne comprenant rien. Elle s'énerve qu'il ne se souvienne pas et lui rappelle sa proposition de devenir son chevalier. À ce stade, le protagoniste commence enfin à se souvenir de leur rencontre précédente et de sa proposition folle. Elle lui demande quelle est sa réponse, mais dit ensuite avec un regard confiant qu'elle sait déjà ce qu'il va dire. Le garçon est toujours confus et demande ce qu'elle veut dire parce qu'il ne comprend pas l'attitude de sa camarade de classe. La scène revient au dîner, et le père du garçon demande si la raison de tout cela pourrait être à cause d'une fille nommée Alice. Et le jeune homme confirme qu'il fera de son mieux parce que la vie est courte, et qu'il vaut la peine de relever tous les défis. Son père devient extrêmement excité et crie à la servante de préparer du riz rouge pour célébrer la décision de son fils. Sa mère, Alice, commente avec un sourire qu'une fois qu'il a pris sa décision, il ne la changera pour rien au monde. Il pense que l'école primaire est un niveau trop bas pour lui et qu'il obtiendra son diplôme rapidement. Le lendemain, nous voyons la grande et imposante académie où les étudiants d'élite étudient et perfectionnent leurs compétences. Et donc, dans la salle de classe, les autres élèves chuchotent à propos de la rumeur selon laquelle le nouveau venu a vaincu tous les vétérans la veille. Ils ont également commenté que les enseignants signalent apparemment l'incident à l'administration de l'école. Ignorant les rumeurs, le protagoniste se tourne vers la blonde et lui demande enfin quel est son nom, et elle devient nerveuse et répond que c'est Arizu, mais s'énerve rapidement qu'il ne le sache pas et le traite d'idiot épais. Et donc, elle se présente formellement comme Lisette et exige qu'il grave son nom dans son cœur pour toujours. La fille dit qu'elle est la fille élégante et belle qu'il servira, laissant le jeune homme avec une expression ennuyée. Lisette exige alors une réponse immédiate à sa proposition de faire de lui son chevalier personnel, mais le garçon semble distrait par autre chose et ne répond pas, laissant sa camarade de classe encore plus irritée. Et il regarde un écran de système avec une liste de missions pendant qu'elle se demande ce que c'est. Et donc Lisette explique qu'ils doivent accomplir des missions en équipe tandis qu'un collègue s'inquiète que le groupe devienne une cible à cause de cela. Et ainsi, la scène change alors pour la salle de classe où tous les élèves sont réunis pour leur premier vrai jour d'école. Le professeur demande à tout le monde de s'asseoir et annonce que les cours réguliers pour les étudiants de première année commenceront aujourd'hui. Il explique que l'école a un programme rigoureux conçu pour former les meilleurs magiciens de la génération. Avec un regard sérieux, le maître avertit qu'à partir de maintenant, toute leur conduite sera constamment surveillée. Les évaluations comprendront des cours quotidiens, la recherche magique et même l'exploration périlleuse de donjons. Un élève répète la partie de la conduite à l'école, montrant que tout le monde est nerveux à propos de la surveillance constante. De plus, le professeur dit qu'il y aura des tests écrits réguliers, des examens de magie pratique et des duels de magie. Il conclut en disant que tous ces facteurs détermineront la classification et le score de déviation de chaque individu. En entendant tout cela, le protagoniste devient pensif, analysant le système d'évaluation de l'académie. Pendant ce temps, Lisette le regarde avec une expression sérieuse, attendant silencieusement une réaction de sa part. Ensuite, le professeur annonce que pour commencer, ils effectueront une évaluation des compétences de base avec tout le monde. Il demande aux élèves de mettre les bracelets et de passer leurs mains sur le dispositif magique à l'avant de la salle. Un groupe d'étudiantes regarde nerveusement l'appareil, se préparant à leur premier test officiel de l'année. Une élève place sa main sur le cercle magique brillant, ce qui active l'appareil de mesure de la puissance. L'appareil projette un écran qui affiche le dossier scolaire avec des attributs magiques tels que les niveaux et les capacités de l'élève. L'écran holographique bleu brille intensément, affichant les détails de la puissance de l'élève pour l'évaluation. Après la mesure, la fille semble soulagée ou fatiguée, montrant que le processus consomme de l'énergie. Le professeur appelle ensuite l'élève suivant, Asuka, et le protagoniste confirme que c'est son tour d'être évalué. Et donc, il se dit qu'il ne peut pas libérer toute sa puissance là-bas parce que cela causerait des problèmes à tout le monde. Le protagoniste regarde le tableau des missions et est surpris de voir qu'il y a même des missions sur le terrain. Il réalise que les chiffres à côté d'eux sont des crédits et que les compléter augmentera leur score de déviation. Avec cela, tous les élèves regardent le tableau d'affichage holographique, décidant quoi faire ensuite. Les autres élèves commencent à former des équipes excités de terminer les missions et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais le protagoniste et Lisette sont laissés seuls dans la cour parce que personne ne les approche pour former une équipe. Alors Lisette se plaint que tout le monde semble avoir peur de les approcher parce qu'ils ont probablement l'air d'enfants à problème. Puis elle croise les bras et demande au garçon laquelle des missions disponibles il choisira de faire. Le jeune homme lève les yeux, analysant la longue liste de missions sur le tableau d'affichage holographique. Après avoir réfléchi un instant, il lève le doigt et pointe la mission qu'il a choisie. La scène revient ensuite à la salle d'évaluation où le professeur appelle Asuka et dit qu'il a entendu parler de l'agitation. Il crie que le nouveau venu doit apprendre une leçon, sinon la réputation de l'école en souffrira à cause de lui. Retour au test. Le garçon se tient devant l'appareil, mais soudain, quelque chose sur l'écran le surprend.